Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à Carte sur Table, revue de vous retrouver après pratiquement un mois de repos off du congé annuel, à 3 mois d'une élection présidentielle cruciale. Le Cameroun se trouve à la croisée des chemins. D'un côté, une aspiration populaire au changement, on a l'impression. De l'autre, des incertitudes, des tensions et une opposition toujours fragmentée. Le pays s'interroge vers une réelle alternative ou un glissement vers le chaos. Ce soir, Carte sur Table, nous recevons 3 candidats déjà déclarés à la candidature à l'élection présidentielle, porteurs chacun d'une vision, d'une méthode, d'un projet. Face à eux, peut-être pas forcément en opposition directe, mais dans l'analyse, un politologue pour éclairer le débat, analyser les propositions et interroger la faisabilité des promesses. Union de l'opposition, réforme électorale, jeunesse, paix. 100 premiers jours au pouvoir, les enjeux sont immenses et la question demeure, pourquoi eux et pas un autre? Bienvenue dans Carte sur Table, le débat commence dès à présent. Je dis d'abord bonsoir au politologue, le professeur Alphonse Bernard Amougou Mbaga est avec nous ce soir. Bonsoir prof. Bonsoir à STV, bonsoir aux candidats à l'élection présidentielle et merci de l'invitation. Merci infiniment de cette amitié renouvelée. Hiram Samuel et Yodi, bonsoir. Bonsoir Monsieur Dipita, c'est toujours un plaisir d'être votre invité. Je rappelle que sur cette antenne, vous aviez il y a quelques semaines déjà annoncé ou alors déclaré votre candidature à la présidentielle d'octobre prochain pour le compte du MP3. C'est bien cela. Merci d'être de retour sur cette antenne. Je dis bonsoir à Jacques Boga-Arbé. Oui, merci. Bonsoir, député. Bonsoir aux co-panélistes. Et bonsoir à nos nombreux téléspectateurs qui nous font l'honneur de nous écouter ce soir. Vous également, vous nous avez fait l'honneur de faire cette annonce sur cette antenne, peut-être sur d'autres créneaux. Avec Hiram, c'était à Entretien. Vous, c'était sur Face à l'actu. Merci de venir partager à nouveau vos visions pour un Cameroun nouveau avec nous et nos téléspectateurs ce soir. Célestin Djamène, bonsoir. Pardon, vous êtes candidat indépendant. Pour l'instant, du moins, vous n'êtes pas encore porté par une... Je serai porté par un parti politique, mais on va en parler plus tard. D'accord. Célestin Djamène, bonsoir. Bonsoir mon cher député, bonsoir à tous les téléspectateurs de STV, bonsoir à tous mes co-panélistes et merci pour l'invitation. Candidat déclaré de à part. Oui. Merci à vous d'être également là ce soir. Alors, je l'ai dit grandement, on va revenir sur les thèmes. Ce sera juste après la transition, on y va tout de go. Peut-être avant de commencer dans le fond du débat, je voudrais prendre vos avis, vos réactions sur ces consultations qui se déroulent en ce moment même au niveau de la présidence de la République sous la houlette du secrétaire général ministre d'État Ferdinand Ngongo, instruit, dit-il, par le président de la République qui a demandé donc de recevoir et rencontrer, discuter avec eux. Il s'agit des membres du gouvernement, des parlementaires et quelques hautes personnalités de la République dans la perspective évidemment de cette présidentielle. D'abord Célestin. Oui, je me rends compte que la formulation change. On part des hautes instructions du président à directement président de la République. Mais je crois que c'est un débat qui est d'abord interne au RDPC. Je pense que le GPR, qui est un haut commissaire, un haut fonctionnaire de l'État, était un peu décalé par rapport au rôle qu'il a joué en appelant aux membres du comité central, parce que je pense que jusqu'à preuve du contraire, il y a encore un secrétaire général du RDPC, donc qui a pour fonction justement de rassembler les militants et les cadres de ce parti. Donc cette cacophonie, ça n'intéresse que le RDPC. Nous, on est sur une ligne beaucoup plus différente. Nous sommes là pour travailler nos projets de société, pour les présenter aux Camerounais. Les problèmes internes au RDPC, vraiment, ça ne nous émeut pas davantage. Mais je pense que ça mérite aussi peut-être qu'on en traite de manière assez superficielle, mais pas plus que ça. Jacques? Oui, bon, pour moi, il ne fait rien d'illégal. C'est un parti politique qui prépare une échéance électorale. Ils ont le droit de s'organiser comme ils le veulent. Mais j'insiste sur un point. Ils doivent jouer franc jeu, garder le processus électoral intègre, limiter l'usage des moyens de l'État pour une campagne partisane et parler des projets de société, comme
Saint-Germain l'a dit tout à l'heure, je pense que le débat doit se trouver à ce niveau. Que ce soit le secrétaire général du RDPC ou le secrétaire général de la présidence, de toute façon, nous savons qu'ils sont tous du RDPC. Et pour moi, c'est un non-événement. Ce qui m'inquiète par contre, c'est le refus de l'ECAM de publier la liste électorale comme l'article 80 du Code électoral le demande. C'est pour moi une très grande source d'inquiétude. Et c'est peut-être pas le débat, mais je crois que le directeur de l'ECAM, le docteur Essoussel, l'a précisé chez nos confrères de la télévision nationale dimanche dernier pour dire que la loi a un dispositif spécifique de publication, il ne s'agit pas d'un refus et qu'eux, ils suivent la loi dans le cadre de cette publication. Peut-être le politologue reviendra dessus là tout à l'heure. Hiram, oui, mon cher député, écoute, pas très grand-chose à dire là-dessus. Si ce n'est quand même de rappeler que le palais de l'unité est le palais du peuple camerounais, que les fonctionnaires qui s'y retrouvent doivent faire preuve d'un minimum de neutralité. En 2016-2017, nous avions déjà assisté à une session du bureau politique du RDPC qui se tenait au sein de cette instance du palais du peuple, et je pense que ça continue d'être la confirmation d'une relation incestueuse entre l'État et le RDPC. Ces consultations ne nous intéressent pas plus que cela parce que nous sommes convaincus qu'elles ne participent pas vraiment d'une volonté de résoudre les problèmes que les Camerounais rencontrent au quotidien. Il s'agit surtout d'une stratégie de conservation du pouvoir. Donc nous tenons à y mettre fin au cours du scrutin présidentiel de 2025. Je suis convaincu que ces consultations connaîtront exactement le même sort que le dialogue national de 2020, c'est-à-dire pas grand impact sur le quotidien des Camerounais. Prof. Alors, je pense que ce n'est pas la première fois que le RDPC tient des réunions au Palais de l'Unité, donc cela ne devrait pas surprendre. Et je crois également qu'on se rend bien compte que le RDPC est en train de jouer un jeu où il occupe le terrain. La preuve, c'est que nous sommes réunis sur ce plateau pour parler de 3 candidats et vous ouvrez votre émission avec le RDPC qui n'est pas ici. Et on voit bien que ces consultations du secrétaire général de la présidence de la République, celles qu'a entamé le ministre, le vice-premier ministre secrétaire national du RDPC, on voit bien que cela amène à comprendre que dans une certaine mesure, le RDPC a tout fait pour que dans ces jours-ci, il occupe le terrain. Et entre-temps, à côté de ce que fait le SGPR, on voit bien ce que certains pourraient appeler une cacophonie, que moi j'appelle plutôt un chaos organisé. On voit bien que le ministre de l'enseignement supérieur a fait une sortie après que son collègue, qui d'ailleurs avait déjà été secrétaire général, secrétaire national du RDPC, le ministre René Sadi avait déjà fait une... On voit bien qu'il s'arrange à occuper le terrain, même quand d'une manière ou d'une autre. Parfois c'est voulu, c'est pour ça que je parle de chaos organisé, ça peut être voulu. La preuve c'est qu'aujourd'hui, on a relégué les autres débats au second plan. C'est votre plateau qui nous permet d'avoir d'autres sons de cloche en dehors de ce que le RDPC nous a proposé ces derniers jours. Oui, peut-être parce qu'ils occupent aussi des fonctions publiques. Je veux dire qu'un parti politique tienne une réunion au Palais de l'Unité à la présidence de la République, ça interroge les Camerounais. Que 2 ministres en fonction qui certes occupent des positions partisanes se mettent comme ça sur la place publique pour se contredire quant à un sujet qui concerne le président de la République, tout cela interroge. C'est pour ça que je parle des cas organisés. Je ne sais pas si on est en train de se contredire. Vous voyez que nous venons de prendre plus de 15 minutes à parler du RDPC. Alors que on n'a pas été invité sur ce plateau pour en parler. Donc, c'est pour ça que je parle d'un cas organisé. C'est quelque chose qui est bien construit. Vous ne pouvez pas faire comme si le ministre Fabien Dongo ou le ministre René Sadi ou le SGPR ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Donc, c'est bien une manière pour le RDPC d'occuper le terrain, alors que les autres seront là à discuter, à échanger, au lieu de construire leur propre stratégie de campagne. Et ils parlent du RDPC. D'accord. Alors, cela dit, venons-en à nos questions de ce soir même, telles que proposées et formulées. Une candidature consensuelle pour l'opposition camerounaise, mythe ou désespoir. Alors, quelles conditions qui c'est peut-être pour un consensus, mais avant peut-être d'y arriver,
vous, quel est l'aperçu, chacun de vous, que vous jetez sur cette problématique-là? Doit-on nécessairement passer par une candidature consensuelle ou unique, selon, pour battre le RDPC au regard surtout des différentes idéologies, tendances et même oppositions des partis politiques de l'opposition? Jacques. Oui, je pense qu'il y a plusieurs possibilités qui pourront se matérialiser dans les prochaines semaines. D'accord. La première possibilité, c'est qu'il y ait une candidature consensuelle. Mais je pense que la manière dont on est en train d'approcher le problème en ce moment n'est pas bonne. Okay. Il fallait plutôt commencer par un accord sur des éléments clés du projet de société qu'on veut voir après Paul Biya. Pour moi, il y a des questions fondamentales qui restent en suspens. Le contrôle du processus électoral. Aujourd'hui, il est encore contrôlé par le gouvernement. Et je pense qu'il nous faut une autorité indépendante pour contrôler ce processus et l'enlever des mains du gouvernement. Dans mon cas, je propose que la Cour suprême indépendante choisie, dont les juges sont nommés par le président de la République, mais confirmés par le peuple, prenne tous en charge. Des inscriptions sur les listes électorales jusqu'à la proclamation des résultats. Pour moi, c'est crucial que le gouvernement n'ait plus rien à voir avec ce processus électoral. Ça va rassurer les Camerounais, ça va leur donner confiance. Aujourd'hui, nous ne sommes qu'à 8 millions d'électeurs, à peu près le même chiffre que le Sénégal, qui est à la moitié, presque la moitié de la population du Cameroun. Les gens doivent le savoir. Il y a un problème. Le peuple n'a pas confiance en les cas, malgré les progrès apparents qui sont en train d'être faits, mais le peuple n'a toujours pas confiance. Je pense qu'il y a un autre aspect que les projets de société doivent mettre en œuvre, c'est l'économie, le financement et le développement de tous nos départements, les 58 départements, qu'on sorte de la République de Douala et Yaoundé, ce que j'appelle la République de Douala et Yaoundé. On ne s'occupe que de deux villes, comme si c'était le Cameroun. Il y a également nos aspects, la préservation de notre héritage culturel. Je pense que si on commençait le débat sur la candidature consensuelle, par ce bout-là, on aurait déjà fait beaucoup de progrès. Malheureusement, on a l'impression qu'on se focalise d'abord sur les personnes. Mais bon, j'espère qu'on pourra changer de cap. La deuxième possibilité est que, au début du processus, il y a plusieurs candidats, mais que vers la fin de la course, il y ait des ralliements au dernier moment. Et la troisième, c'est que les candidats aillent chacun de son côté, mais que le peuple se concentre sur un ou deux, comme on a vu au Sénégal. Il y avait 19 candidats au Sénégal. Et le peuple sénégalais a choisi un, avec plus de 50% des voix dès le premier tour. Ceci veut dire que là, le principal défi du peuple camerounais en ce moment, c'est le contrôle des élections. Les inscriptions, pour les inscriptions, on a encore quelques jours. Donc tous ceux qui ne sont pas inscrits, s'il vous plaît, allez vous inscrire. On peut limiter la fraude en mettant dans tous les bureaux de vote des scrutateurs intègres pour que les candidats aient les PV de chaque bureau de vote. Et qu'on ait également des représentants aux commissions départementales. Même si la loi dit que c'est le PV de l'ECAM, seul le PV de l'ECAM fait foi, il y a des manières de prouver que le PV de l'ECAM ne tient pas si jamais il triche. Il y a par exemple des correspondances entre le nombre, les chiffres du PV départemental et les chiffres des PV de bureau. Donc je pense que, quel que soit le cas de figure, on a l'occasion de mettre fin à ce régime. C'est possible que l'opposition soit, qu'il y ait un candidat consensuel ou pas. D'accord. Célestin Djamène, mythe ou dernier espoir, candidature consensuelle unique de l'opposition camerounaise? Moi, je n'aime pas trop le mot consensuel, parce que j'estime que dans toute organisation, il y a toujours des personnes qui ont des raisons pertinentes de s'opposer à certaines propositions. Donc le consensus veut dire quoi? Que c'est un compromis qui entraîne une certaine majorité. C'est peut-être vrai, mais il y a des gens qui ont tout à fait, dans la minorité, raison sur l'histoire. Donc je n'aime pas trop ce mot consensus. J'aime le vote, même au primaire, même en interne, j'aime le vote. C'est-à-dire que le vote a pour finalité de départager. Chacun, effectivement, ayant conscience qu'effectivement, il a participé à l'élection, mais il a été mis en minorité de manière
légitime et légal. Mais ce forcing qu'on appelle le consensus, c'est un peu impressionner les gens, que même ceux qui ne voyaient pas leur intérêt dans cette affaire sont contraints d'aller un peu dans le mouvement général. Ça, je n'aime pas trop. Par contre, tout à l'heure, vous avez évoqué, on va dire, la stratégie interne à l'opposition. D'abord, l'opposition, il faut-il le rappeler, n'est pas un parti politique, ce n'est pas un bloc monolithique. Dans l'opposition, vous avez des partis qui sont extrêmement proches du RDPC, donc qui ne sont pas des alternatives au système. Vous avez effectivement des partis politiques qui ont leur projet de société, qui contrecarrent les pratiques et les projets du parti au pouvoir. Donc il faut bien comprendre que l'opposition au Cameroun est quand même très très disparate. Et par ailleurs, je considère que quand vous regardez un petit peu autour de vous, en Afrique, en Europe, il y a eu des partis politiques seuls qui sont allés aux élections et qui ont fait de très bons scores. Je pense par exemple au PASTEF au Sénégal, qui a gagné au premier tour avec un score assez, je ne dirais pas soviétique, mais un score assez surprenant, peu importe. Donc ici, s'il faut mettre en place un consensus, comme on dit, il faut penser à une plateforme, pas simplement de campagne. Il faut aussi penser aujourd'hui, si d'aventure on est élu par le peuple camerounais, comment va-t-on gouverner ? Les extrémistes ne peuvent pas gouverner avec les modérés, qui ne peuvent pas à leur tour gouverner avec les gens du centre. Donc, le système de Biamosco, ça fait 34 ans que ça dure. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, il faut trouver des hommes et des femmes sérieux dans l'opposition qui pensent d'abord à une plateforme idéologique ou politique avant de se lancer dans un consensus ou dans une plateforme gouvernementale. On ne peut plus aller comme ça, après 35 ans pratiquement d'erreurs, à refaire les mêmes erreurs chaque 7 ans. Ça n'est pas sérieux. Donc moi j'ai le privilège d'avoir été investi par mon parti à part, nous pensons que la vieille opposition a échoué. Nous voulons incarner ici, maintenant, la nouvelle opposition, qui se fonde sur des pratiques, je ne dirais pas scientifiques, mais des pratiques rationnelles. Quand on va aller ensemble, on doit savoir avec qui on chemine. On ne mélange pas les pommes et les patates, les choux et je sais pas, du riz. Non. Nous voulons aller ensemble dans quel sens? Vous mettez quel parti? Non, je ne vais pas me livrer à cet exercice de mettre quel parti. On sait bien que les partis qui sont modérés, on les connaît. Les partis qui prônent un système recentré sur l'homme, sur le progrès social, on les connaît. Les partis conservateurs comme le RDPC, on le connaît. Les partis collaborationnistes comme le FSNC ou le NDP, l'ANDP ou le MDR, on les connaît. C'est les gens maintenant qui paieront en disant qu'ils sont devenus opposants. Hein? On est opposant le lundi, on est membre du gouvernement mardi, et mercredi, on est de nouveau opposant. Il y a un problème. Donc moi, je ne mélange pas les choux et les patates. Moi, je suis pour une opposition recentrée sur le programme, un programme de campagne, une plateforme de gouvernance. Parce que c'est ça aussi la crédibilité face aux électeurs. D'accord. Ils ne vont pas simplement dire que oui, il faut faire tomber le régime. Certes, c'est légitime. Mais comment va-t-on faire pour y arriver? Donc je pense qu'avant de parler de consensus, d'ailleurs c'est un mot qui revient tous les 7 ans, et ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché. Merci, Céleste. Je termine en un mot, en disant qu'en 92, il y avait une force centrifuge de partis politiques derrière ni John Frondi, mais on sait quand même qu'il y a eu des francs-tireurs, tels que Kindi Jean-Jacques et M. Bello Bouba, déjà à l'époque, qui s'est tiré du groupe et allait se porter candidat. Et finalement, aux élections législatives de mars 92, il a livré ses voix au parti d'en face. D'accord. Voilà, donc il faut bien se méfier quand on parle d'opposition et de consensus au Cameroun. Aux réalités. Alors moi j'ai eu le privilège de le dire le 15 mai lorsque je déclarais ma candidature sur votre plateau. Ça l'a été suffisamment dit, l'opposition n'est pas un parti unique, l'opposition c'est une diversité d'idéologie politique. Et je pense finalement, ou alors je me questionne, si le fait de sans cesse nous remettre sur la table la question de la candidature consensuelle de l'opposition ne vise pas à nous faire culpabiliser ou à donner l'impression aux citoyens camerounais que nous manquons de responsabilité. Je voudrais rapidement revenir sur les chiffres des élections présidentielles de 2011 et de 2018 pour vous expliquer pourquoi, même sans candidature consensuelle, l'opposition remportera l'élection présidentielle de 2025. À ce point, alors. Oui, ce n'est pas de la magie, c'est de la logique. Okay. En 2011, nous avions, il me semble, 7,2 millions de Camerounais inscrits sur la liste électorale. 4,9 millions sont allés aux urnes, pour à peu près un pourcentage de participation de 70%. Et 3,7 millions de Camerounais ont donné leur voix au président Paul Biya. 7 ans plus tard, en 2018,
nous avions seulement 6,6 millions d'inscrits, 3,5 millions de votants, 3,6 millions de votants, et 2,5 millions de Camerounais qui ont donné leur voix au président Biya. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre 2011 et 2018, la large majorité gouvernementale qui intégrait déjà l'UNDP et le FSNC a perdu 1,2 million de voix entre ces deux élections-là. Et entre 2011 et 2018, je pense que la situation du Cameroun n'était pas ce qu'elle est devenue au courant de ces dernières années. Nous n'avions pas le scandale de détournement des fonds Covid, nous n'avions pas le scandale de détournement des infrastructures de la CAN, nous n'avions pas la surfacturation des projets de construction des routes, nous n'avions pas la réaction catastrophique du gouvernement face à l'éboulement de la falaise de Tchang ou des inondations dans l'extrême nord. Nous n'avons pas le détournement massif de l'argent des Camerounais par ceux qui nous dirigent. Nous observons qu'en parallèle de la multiplication de ces désastres de gouvernance que nous vivons, les inscriptions sur les listes électorales ont repris à la hausse. Nous sommes aujourd'hui à 8,2 millions d'inscrits. J'espère que nous passerons la barre de 8,5 millions d'inscrits. Tous ces nouveaux inscrits ne sont pas les inscrits du RDPC. Ce sont des Camerounais qui en ont marre et qui demandent un autre leadership politique. De l'absolutisme, personne... Oui, non, simplement pour vous dire. Si nous appliquons mon profil d'ingénieur... Vous dites que les nouveaux inscrits ne sont pas les inscrits du RDPC? Non, ce ne sont pas les inscrits du RDPC. Parce que les gens, entre 2011 et 2018, je vous dis que le RDPC a perdu 1,2 million de voix. En appliquant la même loi de correspondance et en prenant en considération la frustration des Camerounais par rapport à tous les scandales que je viens de vous citer, on peut sous-estimer ou j'allais dire, envisager que le RDPC perde encore de nouveau des voix. Je suis sûr que sur les 8,2 millions de Camerounais inscrits, au moins 6 millions iront aux urnes. Et je peux vous parier que le RDPC ne fera pas 1,5 million de voix en 2025. Tout cela pour dire quoi? Il y a au moins 4,5 millions de Camerounais qui voteront pour l'opposition. Et j'ai la confiance que la diversité, j'allais dire, des grands camps idéologiques que nous avons dans l'opposition font que nous n'aurons pas plus de 3 projets sérieux à la veille du vote. Et dans ce cadre-là, vous pourrez comprendre que sur ces 4,5 millions, nous aurons au moins un candidat qui aura 2,5 millions de voix et au moins un autre qui aura 2 millions de voix. Donc je suis parfaitement confiant que les 2 premiers candidats qui sortiront de cette élection présidentielle seront des candidats de l'opposition. Donc dans tous les cas, l'opposition, par une logique mathématique et réaliste, en observant les réalités de notre quotidien, remportera l'élection présidentielle de 2025. Maintenant, la question est de savoir qui et comment. Et dans ce sens, je rejoins mes copanélistes qui se sont exprimés avant moi pour dire qu'on devrait arrêter de nous embarquer dans des questions d'analyse de ce que le RDPC fait et qu'on devrait être concentré, en tout cas c'est ce que nous essayons pour les candidats de l'opposition, sur la présentation de l'offre politique que nous présentons aux Camerounais. C'est là-dessus que nous devons concentrer nos énergies. C'est ce qu'il nous reste pour les 3 prochains mois. Moi, je suis confiant, chacun d'entre nous se bat pour être celui qui dirigera le pays à partir de la fin de cette année. L'opposition gagnera l'élection présidentielle de 2025. Prof, mytho-réalité, consensuelle, unique, candidature? Non, je retiens au moins d'argent une chose de ce que les intervenants ont dit. Au moins, on reconnaît de plus en plus ce que nous l'avons toujours expliqué. L'opposition n'est pas un bloc monétaire, l'opposition n'est pas un parti politique. C'est déjà au moins, si ça commence à faire le chemin, c'est bon. La deuxième chose que je retiens, c'est aussi, à revers de ce que je viens de dire, c'est qu'il ne faudrait pas essayer de disqualifier qui est de l'opposition et qui est qualifié pour être de l'opposition. Parce que l'opposition, si elle n'est pas un bloc monolithique, elle est également diversifiée. On peut appartenir à une coalition gouvernementale et être l'opposition. Parce que l'opposition est d'abord institutionnelle. Si on prend un cas dans un pays comme par exemple la France, où la commission des lois des finances est dirigée par le parti de l'opposition, si on ramenait cela au Cameroun, ou bien le cas de la commission de la défense des États-Unis, si on ramenait cela au Cameroun, c'est l'UNDP qui dirigerait ces commissions au Parlement. Donc, on ne peut pas disqualifier l'UNDP et dire que ce n'est pas un parti d'opposition parce qu'ils sont dans une coalition gouvernementale. Ça également, il faut le souligner. Ce qui également, il faut le souligner, c'est que globalement, ce qu'on appelle l'opposition ici est toujours dans cette vieille rengaine de savoir c'est quoi et comment on va faire dans le processus électoral. Lorsque vous commencez à évoquer la question de la fraude, vous limitez vos propres chances de gagner. Et c'est ça également qu'il faut noter ici. Parce que la fraude, c'est quoi? C'est la fraude qui, pendant longtemps, ou alors l'idée de fraude qui a déstabilisé les Camerounais. Si vous dites,
quoi qu'on fasse, Paul Biya va gagner. Mais les gens restent chez eux et Paul Biya gagne. Et puis vous restez à pleurer. 7 ans plus tard, et on recommence. Et maintenant, je vais terminer par les logiques mathématiques qui ont été évoquées tout à l'heure, qui pour moi ne sont pas totalement convaincantes. La première chose, c'est que le fichier électoral de 2011 a été complètement réformé pour l'élection de les élections avec le nouveau code électoral en 2013. Donc, si on avait 7 millions, ce fichier a été refondu, ce qui a donné à peu près les 6 millions, 7 millions de 2013, puis à peu près les 7 millions et demi de 2018, qui arrive aujourd'hui à presque 8 millions. Et avec un autre facteur, c'est qu'entre-temps, la population aussi a augmenté. Donc, on ne peut pas de manière purement par un trait de crayon dire le RDPC a perdu 1,5 million de voix. Sur le temps, puisque parmi ceux qui ne votent pas, peut-être certains avaient envie de voter pour le RDPC. Et ceux qui ne votent pas aussi, l'opposition devrait se poser la question, pourquoi les gens restent à la maison? Pour 2018, on a à peu près 5. Sur l'ensemble du territoire, évidemment, il y avait la crise anglophone qui n'est pas complètement achevée et qui a amené des déplacés qui n'ont pas pu voter. Mais sur l'ensemble du fichier électoral, à peu près 53% sur l'ensemble national, dont un électeur sur 2 ne s'est pas déplacé. Il faudrait que l'opposition se pose pourquoi les gens ne se déplacent pas. Donc ce n'est pas foncièrement. Or, ceux qui se déplacent vont voter pour le parti au pouvoir. Et maintenant, lui, de manière stratégique, a compris qu'il fallait composer soit avec l'UNDP, soit avec le FNC, soit avec le MMD pour l'élection présidentielle. Donc si le RDPC, lui, arrive à comprendre qu'il faut composer, c'est parce qu'il comprend très bien les enjeux. Donc les autres devraient aussi comprendre les enjeux. Et dernier point sur lequel je voulais terminer, c'est l'idée de candidature consensuelle. Il n'y a pas un pays au monde où la candidature consensuelle existe. Il faudrait oublier ça. Il n'y a pas une idée au monde où l'opposition, qui n'est pas un bloc monolithique, a réussi à présenter un candidat unique. Il faut oublier ça. Il faudrait que ceux qui pensent qu'ils ont des aptitudes arrivent à attirer à côté de ceux qui ont des coalitions. Pourquoi le RDPC fait des coalitions? Il y a eu l'UNDP et le FNC, le MDR, en 2018. À côté de cela, il y a eu ce qu'on avait appelé le G20. On voit bien que le RDPC est conscient que dans une élection comme celle qui arrive en 2025, je dois coaliser. Et puis les autres, ils sont en train de chercher un candidat consensuel. Et parfois, ce qui est bizarre avec l'opposition, qui n'est pas un bloc monolithique, il faut d'ailleurs l'insister là-dessus, c'est que il y en a qui veulent absolument que ce soit eux qui soient désignés. Sur ce plateau, nous avons 3 potentiels candidats à la candidature. Attendons que le corps électoral soit convoqué et que nous voyons effectivement qui est candidat. 3 candidats, pas potentiels candidats. 3 potentiels candidats parce que les candidats de candidature ne sont pas encore connus, ni par 3 candidats déclarés. 3 candidats déclarés, Voilà. M. Diamène, Voilà. qui ne sont pas encore des candidats à l'élection présidentielle parce que le conseil électoral ou après le contentieux peut-être n'a pas encore été établi. On ne sait pas qui sera. À ce jour, moi, je n'ai pas de candidat à l'élection présidentielle. Au moment où je parle, j'ai des candidats à la candidature. Aucun candidat déclaré à la candidature. Oui, à la candidature. Au ce jour, il n'y a pas de candidat. Puisque pour être candidat, il faut avoir déposé un dossier qui est validé. Or, jusqu'à ce jour, aucun. Or, nous avons 3 sur ce plateau. Je suis sûr que si on fait un petit sondage, et peut-être dans votre monitoring, monsieur Dipita Tongo va le constater, on vous dira, mais ceux qui sont sur le plateau là ne représentent rien. Vous ne pouvez pas dire que les individus qui veulent être présidents de la République ne représentent rien. Parce que certains qui sont au quartier, qui nous regardent, pensent qu'ils sont plus aptes à diriger le Cameroun que ceux qui sont sur ce plateau. Et c'est ça aussi le problème, et c'est ça la question fondamentale pour laquelle l'opposition n'arrive pas à s'entendre. Parce qu'il a dit, si ce n'est pas moi, ça ne vaut pas la peine. D'accord. On va peut-être aborder le deuxième aspect de cette émission concernant le système électoral. Et là, je reprends le processus de questions avec vous. Pour vous garder donc la parole. Quelles sont aujourd'hui les forces et faiblesses de ce système? Et puis les autres panélistes vont également dire un mot là-dessus. Le système est ce qu'il est. Le système est mis en place. Le système a ses forces d'abord par les acteurs qui les animent. Le système a ses faiblesses par la manière avec laquelle il est mis en place. Mais la question qui se pose aujourd'hui, ce n'est pas la question du système, c'est la question des acteurs. Je vais vous prendre un exemple. Le Front National, qui est devenu Rassemblement en France, travaille dans un système qu'il décrit tous les jours, mais pour lequel il arrive à s'accommoder. Aujourd'hui, c'est pratiquement la première force électorale en France.
pour les élections. En France, le représentant s'est battu pour la proportionnelle. Ce n'est jamais arrivé. Ils ont dit, bon, c'est l'élection au scrutin majoritaire. On y va. Et on se donne les moyens d'avancer. Mais chaque jour, lorsque vous avez, et je l'ai encore entendu sur ce plateau, l'un des candidats l'a déclaré, lorsque vous donnez la parole à un candidat à l'élection présidentielle, il ne vous dit pas comment il va faire pour gagner. Il commence à vous dire, il a peur de la fraude. Non. Si vous avez peur de la fraude, ça veut dire que vous-même, vous ne savez pas ce que vous allez faire. Vous ne commencez pas par décrire quelque chose qui est quelque chose. Il y a des lois, il y a des garde-fous. Et je voulais rappeler une chose, en ce qui concerne par exemple la proclamation des résultats. Ça doit être l'article 145, je ne sais plus lequel, je cite de mémoire, qui dit, après la proclamation des résultats, après le dépouillement, après le dépouillement, 113, après le dépouillement, le résultat acquis dans le bureau de vote est rendu public. Ça veut dire que lorsque le président du bureau de vote, dans la commission locale, comme on l'appelle dans le texte, a fini avec les représentants des partis politiques, les scrutateurs. Et je voulais faire une parenthèse, les scrutateurs ne sont pas les représentants des partis politiques. Parce que parfois on confond les deux. Le scrutateur n'est pas le représentant du scrutateur. Le scrutateur est choisi le jour du vote parmi les électeurs. Donc pour ceux qui nous écoutent en ce moment, si vous voulez être scrutateur, vous devez être inscrit sur une liste électorale. Et ce n'est que dans le bureau de vote auquel vous avez voté que vous pouvez être scrutateur. Il faut avoir voté. Parce que le président du bureau de vote va vérifier que vous avez effectivement voté et qu'il peut vous choisir parmi les scrutateurs. Non, les scrutateurs ne sont pas les représentants des partis politiques. Ce ne sont pas à eux qu'on remet un PV. Après le vote, on remet un PV aux représentants des partis politiques à l'administration et le président du bureau de vote va avec les PV de l'ECAM. Il faudrait bien que les gens le comprennent. Donc à partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas commencer à décrier le système alors que vous voulez. Si vous voulez changer le système, vous vous battez pour le changer, vous vous donnez les moyens de le changer. Or, depuis 1992, c'est la même rengaine. Et je suis convaincu que d'ici le scrutin d'octobre on remettra ça sur la table. On va remettre ça sur la table. Non, nous sommes en 2025. Vous avez vu le regard de Célestin? Oui, il y a des gens en 2025. Et puis, en même temps qu'on décrit le système parce qu'il ne marche pas bien, je voulais rappeler que la loi électorale de 92 ne sera pas la loi électorale de 2025, même si c'est une réalité avec l'administration et autres. Et ONEL n'existe plus, c'est l'ECAM, et l'ECAM lui-même qui a déjà été plus ou moins réajusté par moment. Donc il ne faudrait pas rester, avoir son propre frein à main. Si on est un acteur politique sérieux, on se donne les moyens. Je voulais rappeler que l'opposition, ce qu'on appelle vulgairement l'opposition, je dis vulgairement, ce n'est pas pour m'en moquer, contrôle des circonscriptions locales. Dans la Damawa, c'est l'UNDP qui contrôle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le RDP, c'est l'opposition dans la Damawa. Dans le Noun, à Fumban, c'est l'UDC qui contrôle la municipalité. Ça veut dire que le RDP, c'est l'opposition à Fumban. Si vous allez à Banka, c'est le MCNC qui contrôle la localité. Ça veut dire que le RDPC est dans l'opposition. Donc, il ne faudrait pas... Parfois, il faudrait se poser la question, mais comment est-ce qu'on a fait ici pour gagner et qu'on ne peut pas reproduire ça à l'échelle nationale? Parce qu'en principe, on pense que tant qu'on n'aura pas gagné la présidence de la République, il y aura toujours un problème. On n'a pas gagné les élections. Non, on peut commencer à faire un peu comme des effets de vase communicant pour arriver à une victoire finale. D'accord. Célestin? Oui, je crois qu'il y a beaucoup d'anomalies dans ce que le professeur Mogou a dit. Premièrement, je pense qu'il est normal qu'on ait peur de la fraude. En tout cas, qu'on redoute la fraude. C'est primordial. Si mes électeurs viennent voter avec le cœur sincère et qu'il y a un système organisé de fraude mis en place, alors là, c'est dangereux. Et ça a même un impact à la fois psychologique et social. Parce que le désintérêt des électeurs, souvent, pour les bureaux de vote, vient aussi du fait qu'ils se disent que les votes ne servent plus à rien, puisque la fraude est devenue quasiment scientifique. Donc il est tout à fait légitime de redouter la fraude. Deuxièmement, il parle de système. Mais le système, c'est le moyen de dévolution du pouvoir. On doit d'abord et surtout s'intéresser au système électoral. Pourquoi nous dénonçons le code électoral? Parce que c'est pétri d'articles qui sont nocifs
pour une vraie démocratie, qui sont même, j'allais dire, contraires à l'esprit démocratique. L'article 113, par exemple, on dit que dans un bureau de vote, les résultats après dépouillement, il a rappelé, sont immédiatement, je souligne l'adverbe, immédiatement, rendus publics. Or, dans les faits, en tout cas pour les élections présidentielles, on dit que les tendances sont interdites. Mais c'est totalement antinomique. Si on dit qu'immédiatement, vous ne devez pas interdire les tendances, ça n'a pas de sens. Par ailleurs, moi je considère que, aujourd'hui, ce qui se passe, il faut savoir qu'il y a souvent une confusion qui est faite, et il a raison, entre ce qu'on appelle le scrutateur et le représentant. C'est vrai. Le représentant est mandaté par un parti politique. Mais là aussi, il y a un problème financier important qui se pose, parce qu'en vérité, on a voulu la démocratie à l'occidentale, mais on n'arrive pas à la financer. Or, la démocratie a un coût, je veux dire quoi par là? Il y a au Cameroun, à l'heure actuelle, 26 000 bureaux de vote. Alors, s'il faut donner le petit déjeuner ou le déjeuner à nos représentants, au moins 2 à 3 000 francs, c'est pas loin de 115 millions par candidat ou par liste. Beaucoup de candidats n'ont pas 75 millions. S'il n'y a que un représentant, s'il y a 2, il faudrait multiplier les 75 millions fois 2. Autant ne pas être candidat si vous n'avez pas les Non, c'est pas ça. C'est que la démocratie ne peut pas se ramener à une question d'argent. D'où le combat politique. Or, le candidat de RDPC, en général, a les moyens très larges. Et surtout les moyens de l'État. Donc, moi, ce que je dis, il ne faut pas certes se contenter de dénoncer, de décrier. C'est vrai, il a raison. Mais en même temps, ce qu'il faut interdire, c'est simplement se focaliser sur la dénonciation pure et simple. En même temps qu'on dénonce, on marche sur les 2 pieds, comme disait Mao Zedong, il faut marcher sur ces 2 pieds. On dénonce pour que les électeurs, les Camerounais prennent conscience de ce qui est, de ce qui existe, mais en même temps on agit sur le terrain. Moi j'ai assisté en 2011, quand j'étais représentant du SDF aux élections présidentielles, dans des centres d'antenne de l'ICAM, mais j'ai vu simplement des personnels du bureau de vote sortir de l'enveloppe un PV, l'enveloppe étant censée être hermétiquement fermée, et mettre l'effaceur liquide. En 2013, pardon. Et ça, ce n'est pas normal. C'est des faits qui existent. Mais une fois qu'on a dit ça, faut-il se coucher sur ses lauriers? Non. Il faut agir. Et par ailleurs, je continue à penser qu'aujourd'hui, la démocratie, je le répète, doit être financée. Il est anormal, ce système de représentativité, selon le nombre d'élus qu'on a. Oui, je veux bien comprendre qu'on va financer la première tranche en fonction des élus que l'on a. Mais c'est injuste, puisque l'élection présidentielle, on ne peut pas ne pas comprendre que c'est l'élection la plus importante d'un pays. Donc au moins, sur le peloton de départ, il faut que tous les candidats soient en équité totale. S'il y a 1 milliard pour la RDPC, il doit avoir 1 milliard pour les autres. S'il y a 500 millions pour la RDPC, il doit... Parce que c'est pas normal qu'aujourd'hui on va se fonder sur le fait qu'ils ont 153 députés, 180, eh bien ils auront sur 1,7 milliard, ils auront 1 milliard, et les autres, ils sont battus d'avance. Pourquoi je dis ça? Je termine en disant ceci. Une campagne électorale, c'est des coûts. C'est beaucoup d'argent. Bien sûr. Ils sont dans les 10 régions, dans tous les hameaux. Un candidat qui est limité à Douala, à Konsamba, à Yaoundé ou à Bafia, il y a un problème. On ne peut pas toucher nos électeurs. Et dans certaines localités, dans un village, il n'y a que les bulletins du RDPC. Ce qui n'est pas normal. Donc il y a beaucoup de problèmes qui se posent. Il faudrait que les gens apprennent à identifier les problèmes à la source et les combattre tels qu'ils sont. C'est un mot pour préciser. Oui, je voulais à ce niveau, par rapport au contrôle, la loi vous offre des possibilités. Puisque la loi vous permet, même si vous n'avez pas de représentants dans chaque bureau de vote, d'avoir des représentants dans les espaces autour desquels les bureaux, donc vous pouvez avoir les deux à la fois, c'est-à-dire dans chaque bureau, vous avez, la loi le permet, vous avez des représentants dans chaque bureau de vote et vous avez également des représentants qui servent de relais avec, la loi le permet. Donc si je ne peux pas, je prends un exemple, nous sommes ici à Akwa, école publique d'Akwa, il y a peut-être 10 bureaux de vote. Vous ne pouvez pas avoir 10 représentants dans... Mais pourquoi pas? Si vous ne pouvez pas, j'explique, si vous ne pouvez pas avoir 10 bureaux, 10 représentants dans chaque bureau de vote... On n'a pas confiance au système électoral. Oui, donc on doit... Oui, c'est ce que je suis en train de dire. J'ai dit que si vous ne pouvez pas avoir 10 représentants dans chaque bureau de vote, c'est-à-dire les 10, dans l'enceinte de cet espace, vous pouvez avoir au moins une personne qui circule. Multiplier. Oui, la loi vous le permet. La loi vous le permet. Donc vous pouvez avoir à la fois un représentant et avoir cette personne. Si vous avez les moyens,
D'accord. La loi vous le permet. On en revient. Oui, bien sûr. La loi vous le permet. Il faut financer la démocratie. La loi vous le permet. Sur le système électoral, force et faiblesse. Monsieur, d'abord, je ne vais pas me lancer dans une analyse du système électoral pour au moins quelques raisons. Nous sommes le 8 juillet. La session parlementaire à court, il me semble, a commencé le 10 juin. D'après la loi, c'est un maximum de 30 jours. Ça veut dire que cette session va s'achever à la fin de cette semaine et donc, vraisemblablement, il n'y aura pas de modification du code électoral. Donc, se lancer dans une analyse. Mais je veux dire que ça fait un tour, nous sommes en élection, il y a également souvent le contentieux post-électoral. Pour nous, en tout cas, pour moi, quand éclairer nos téléspectateurs pour éventuellement anticiper sur ce qui moi, pourrait candidat, j'estime que l'énergie que j'ai à mettre, elle est ailleurs. Le code électoral, il est ce qu'il est. Le système électoral, il est ce qu'il est. Je vous ai dit que j'ai la foi que l'opposition gagnera l'élection présidentielle de 2025. La question, c'est comment est-ce qu'on s'organise pour y arriver. Si on veut revenir sur les insuffisances du système électoral, je pense que nous avons assisté au mois de janvier au dîner de la cérémonie des vœux que le président de la République a offert au palais présidentiel et que l'honorable Thomas Henault, président de l'UDC, l'a approché pour signaler le fait que depuis à plusieurs reprises, il y a eu des projets de modification ou des recommandations de modification du code électoral qui étaient transmises au chef de l'État. Il semble que le chef de l'État a dit qu'il n'était pas informé. Il n'avait pas encore reçu. Je pense que par la suite, il y a de nouveau un document consensuel de l'opposition qui lui a été transmis. Il n'a pas encore reçu, je ne sais pas. Entre-temps, il y a eu la session parlementaire de mars et il y a celle de juin qui est en train de s'achever. Donc maintenant, prendre 15 minutes pour discuter de nouveau des insuffisances du système électoral, de mon point de vue, ce sera totalement improductif. Ce que nous faisons au MP3, nous avons conçu une application de surveillance des votes. Et dans ce processus, nous nous sommes rendus compte que nous n'étions pas les seuls, qu'il y a plusieurs organisations de la société civile qui étaient déjà engagées dans cette démarche. Donc, on les a sollicités pour avoir un travail commun. Et nous avons eu un accord de principe là-dessus, notamment avec les bâtisseurs de Maître Ndoki, où le remarquable travail que l'artiste musicien Xafran est en train d'abattre, je pense qu'il a déjà franchi la barre des 10 000 scrutateurs. Donc, ce que nous ferons, et nous continuons d'associer le maximum de forces de l'opposition dans ce travail-là, c'est que nous mettrons à la disposition, le MP3 a cédé les droits de cette application aux organisations de la société civile parce que nous sommes partie prenante à l'élection présidentielle, mais je peux me permettre de parler en leur nom sur ce point-là. Nous allons mettre à la disposition du peuple camerounais un certain nombre d'outils informatiques pour lesquels nous avons pris toutes les mesures de sécurité pour qu'ils puissent fonctionner, même en cas de coupure d'Internet, parce que nous envisageons également cette possibilité-là. Et donc, nous aurons non seulement, grâce au travail des OSC, tous les scrutateurs qu'il faut pour couvrir le maximum de bureaux de vote, mais nous aurons la plateforme numérique qui nous permettra le même soir de savoir qui est le vainqueur à l'élection présidentielle. Cette victoire-là sera la victoire du peuple camerounais. Je dis souvent, c'est comme dans un match de foot. Il y a des matchs que vous jouez et vous savez déjà que l'arbitre est contre vous, mais vous n'allez pas décider de ne pas le jouer. Donc, nous sommes deux camps. Il y a le RDPC et l'opposition, même si elle n'est pas monolithique. Il y a un arbitre au milieu qui s'appelle Elikam. Nous savons que l'arbitre a des accointances compliquées avec l'équipe d'en face. Ce que nous disons, c'est au peuple camerounais qui sont dans les gradins au courant de ce match de se tenir prêts à envahir le stade si jamais leur vol leur est voté. En d'autres termes, ce soir, vous pouvez dire que le mécanisme qui sous-tend votre application pourra couvrir les 25 000 et plus. Bien sûr, nous y avons intégré l'ensemble des bureaux de vote. Je ne vais pas donner un certain nombre de détails, mais les scrutateurs auront des numéros d'identification qui leur seront donnés et ils pourront, je dis bien en temps réel, dès la fermeture du bureau de vote, télécharger les résultats et autour de minuit, 1h du matin, nous saurons qui est le vainqueur de l'élection présidentielle de 2025. D'accord. Et c'est une plateforme, nous avons pris toutes les mesures de sécurité pour qu'elle soit ouverte et accessible à tous. Donc elle ne sera pas seulement pour le MP3, elle sera pour l'ensemble des candidats qui iront aux élections présidentielles. Et Jacques. Oui, merci, député. Je dirais au professeur Amokou, ne jouons pas avec les mots. Quand on analyse un système, on parle d'abord de texte. Je ne parle pas de la modification des textes. On a deux articles qui ont été mentionnés. L'article 80, je vais le relire pour nos téléspectateurs. Texto, voici ce que l'article dit. À l'issue des opérations de révision et au vu des documents et données communiqués par les démembrements régionaux d'Élections Cameroun, le directeur général des élections établit et rend public la liste électorale nationale, au plus tard le 30 juin. Nationale. C'est-à-dire ça implique tous les départements, les 58, tous les arrondissements, toutes les communes, tous les bureaux de vote. Ce n'est pas fait. Quelles que soient les pirouettes que nos frères de l'ECAM essaient de faire, ce n'est pas fait. L'article 80 du Code électoral est violé en ce moment par l'ECAM. Je disais à l'entrée, le directeur
le gérant de LECAM, le docteur Riké Soussier, chez nos confrères de la CRTV dimanche dernier, a précisé que selon cet article, effectivement, la liste électorale nationale est, en fait, le territoire électoral est unique, c'est le Cameroun, et la publication qui se fait bureau par bureau correspond à ce territoire unique, sous-entendu qu'il s'agit donc de la publication intégrale, mais par bureau. Il a évoqué également des questions de sécurité, bref, un certain nombre de questions pour dire qu'il ne s'agit pas de publier 8 millions de noms sur une liste par bureau, mais il s'agit aux acteurs de se rendre chacun dans son bureau et voir la liste qui est publiée. C'est juste une précision que je voulais apporter. On joue avec les mots. Non, mais il a par contre confirmé que... Non, il a dit que la liste numérisée sera mise à disposition, par contre. Non. Publier. La loi dit. Mais selon le même schéma. La loi dit publier. Mettez sur Internet, c'est numérisé, mettez sur Internet. Chacun d'entre nous va cliquer. Je voulais relever simplement. Si je m'intéresse à tel département, je clique le département, j'ai tous les arrondissements, toutes les communes, j'ai tous les bureaux de vote, je clique chaque bureau de vote, ainsi de suite. Voici comment on pourra contrôler. Déjà vérifier par exemple. Voici pourquoi c'est important. Ce n'est pas de la politique politicienne. Imaginez par exemple que le PV de l'ECAM qui fait foi, le départemental, nous dit qu'il y a un certain nombre d'électeurs, disons 1 million. Alors que la liste électorale dit que dans ce département, on a au maximum peut-être 900 000 électeurs. On voit déjà qu'il y a un problème. Que l'ECAM ne pourra pas aller au Conseil constitutionnel dire que mon PV est valable. Ça ne tient pas. Il y a des correspondances à faire. Je salue, entre parenthèses, le travail de la société civile et de compagnonnistes ici, qui essayent de travailler pour limiter un peu les dégâts. Ce n'est pas qu'on a peur de la faute. Tout à fait. Non, ce n'est pas cela. Non. Je ne réponds pas. Je vous écoute. Moi, je vous réponds pas. On connaît l'histoire de ce pays. On connaît l'histoire du parti au pouvoir et on essaie juste de limiter les dégâts. L'article 113, je le lis. Nous ne sommes pas en train d'inventer. Les textes du Cameroun. Immédiatement après le dépouillement, le résultat acquis dans chaque bureau de vote est rendu public. Mais c'est ce que je vous ai rappelé. Maintenant, on ne dit pas qui doit rendre public. Je vais vous expliquer comment ça marche. Je vais vous expliquer. Permettez que je fasse un éclairage là-dessus. C'est quoi rendre public le bureau? Dans un bureau de vote, il y a un président. Lorsque le dépouillage se fait au tableau, tout à fait. Lorsque le dépouillage est terminé, le président du bureau de vote lit à haute voix le résultat de ce bureau. C'est ça rendre public. Le tableau peut être filmé. Le tableau peut être filmé, peut être enregistré. C'est ce que nous avons fait. C'est ce que il faut rappeler. C'est authentique, c'est public. Oui, c'est public. C'est-à-dire le président du bureau de vote lit à haute voix les résultats qui sont affichés. En présence de tous ceux qui sont dans l'enceinte, puisqu'il est permis, à la fermeture, à la clôture. Puisqu'il est permis à ceux qui ont voté dans ce bureau de rester. Absolument. La loi le leur permet. Après, certains PV sont falsifiés. Qu'est-ce qui permet d'interpréter la loi comme cela? C'est une interprétation. C'est rendu public. C'est une interprétation. Ce n'est pas rendu public. Ça n'a pas dit rendu public dans le bureau de vote. Ce n'est pas proclamé, c'est rendu public. Bon. C'est-à-dire mis à la disposition du public. Non, cher ami. C'est ce que je voulais vous éclairer. Allons-y, continuez. Vous prenez la parole, Le fait que nous sommes en train de débattre sur ce point. Ça veut dire qu'il y a une incompréhension quelque part. Ce n'est pas une incompréhension. Il y a problème. Dipita. Public, c'est public. Public, c'est public. Mettez en ligne pour tout le monde. On a tous les téléphones maintenant. Pour moi, c'est très simple. Mais bon, ça peut être LECAM. Ou alors autoriser. Dans la loi, il faut bien qu'on se comprenne, monsieur. Ce n'est pas marqué ici. Non. La loi a un esprit. Voilà. Ne détournons pas la loi de son esprit. C'est pour ça que je suis d'accord. Nous sommes ici en train de rentrer en arrière. La loi a un esprit. Je dis encore ceci. Le président de la commission électorale proclame à haute voix le résultat qui est affiché dans son bureau. C'est ça, c'est pas ce que l'article dit. Mais bon, avançons. C'est ce que cela veut dire. Soyons d'accord, c'est votre interprétation. C'est ce que cela veut dire. Ce n'est pas l'esprit de cette loi. Je suis désolé. Normalement, quand on veut regarder l'esprit d'une loi, on regarde la tendance des débats lors de l'adoption de la loi. Et si le législateur a écrit cela comme cela, il avait une raison. Oui, mais c'est ce que je dire. L'intention d'ici a été détournée. Rendre public, ne me dites pas que les députés ne savent pas ce que ça veut dire rendre public. Mais bon, avançons. Je dirais ceci. La source de l'inquiétude des Camerounais est prouvée dans le nombre d'électeurs. Je vous l'ai dit tout à l'heure. On aurait dû être autour de 15 millions.
Le Sénégal, si je prends juste le rapport, le Sénégal 17 millions, Cameroun 30 millions d'habitants, le Sénégal a 7,5 millions de voix, d'électeurs inscrits, le Cameroun aurait dû être autour de 15 millions. Ce n'est pas le cas. Il y a une raison. Non. Je vais vous expliquer pourquoi. Non. Je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est fait volontairement. Et c'est fait volontairement. Pas seulement l'état civil. Je vais vous expliquer pourquoi après. Comme le avoir 15 millions d'électeurs. Notre système électoral a un problème. Hein? Il faut inspirer confiance. Ce n'est pas le cas. Mais, comme on dit certains de nos éco-panélistes, nous ne devons pas nous décourager. Parce qu'on n'a qu'une seule possibilité. On doit aller jouer le match. Comme il a dit tout à l'heure, je crois que c'était M. Idiodi, quand on a un match à jouer, on sait que l'adversaire est un tricheur et que l'arbitre est avec lui. Si vous refusez d'aller jouer le match, il n'aura plus besoin de tricher. Parce que vous le laissez gagner sur tapis vert. Ne laissons pas le RDPC gagner sur tapis vert. Allons voter. Contrôlons nos votes avec l'aide des initiatives comme celle de la société civile dont a parlé M. Idiodi. Essayons de contrôler ce vote. Et comme la loi, l'article 113 de la loi, nous donne le droit de nous assurer que le résultat de chaque bureau de vote est rendu public, on a une chance de limiter les dégâts. Sur le financement, et je suis en grande partie d'accord avec ce que M. Djamé disait, on a l'impression que le jeu est un peu falsifié. On a en face un camp qui utilise les moyens de l'État et qui veut que les autres candidats utilisent leurs propres moyens. Ce n'est pas sérieux. Moi, dans mon projet de société, je ne sais pas si on a là. Voilà pourquoi pour moi c'est crucial. J'introduis un scrutin de présélection des candidats. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la Cour suprême, qui va désormais contrôler le processus électoral, va permettre aux candidats, remplissant des conditions minimales de nationalité et de droit civique, de se présenter. Elle va organiser au moins 3 débats en ligne. Et les Camerounais vont choisir sur la base de ces 3 débats ceux et celles qui ont plus de 5% à ce scrutin de présélection seront retenus comme candidats et auront une allocation budgétaire conséquente pour faire campagne sérieusement. C'est un peu ce dont il parlait. Il faut que les candidats aillent à la course avec des moyens similaires. Ici, il ne s'agit pas de leur donner de l'argent, c'est de leur ouvrir une ligne dans le budget où les candidats seront les ordonnateurs de la ligne et pourront faire campagne raisonnablement. Ici, le jeu est faussé. Donc, quand on parle de système électoral, il y a 1, le respect de la loi, 2, l'équité. Mais de là, ces 2 conditions ne sont pas remplies, malheureusement, dans notre pays. Oui, prof. Oui, je voulais préciser. Sur le nombre. On va faire... et là, je crois que le mathématicien sera d'accord avec moi. Je tombe à 14 millions, je le dis d'avance. J'espère qu'on tombera sur le même chiffre. Mais je pourrais expliquer comment je tombe à 14 millions. Même pas 14 millions. Même pas 14 millions. Même pas 14 millions. Pour une raison très simple. La majorité électorale au Cameroun est de 20 ans. Exactement. Et bien de 20 ans. La population au Cameroun actuellement, toute la population tourne autour entre 27 et 30 millions d'habitants. Vous enlevez les étrangers. Prenons la barre de 30 millions. Et maintenant, prenons la barre de 30 millions. Si vous enlevez les étrangers, si vous dites que vous avez 15 millions d'électeurs, ça veut dire que la moitié de la population du Cameroun a plus de 20 ans. Ce qui est archi faux au regard des statistiques. Or, on sait très bien, 45%. On sait très bien que c'est autour de 40 et 35% qui est au-delà de 20 ans. Non, parce c'est que la majorité. Vous voyez bien que vous ne pouvez pas avoir une statistique de 15 millions d'électeurs comme ça. C'est pratiquement impossible. 50% de la population camerounaise a moins de 18 ans. Voilà. 55% de la population camerounaise a moins de 20 ans. Voilà. Et donc 45% a plus de 20 ans. À partir de ce moment, vous ne pouvez donc si vous appliquez le 45% sur les 30 millions, vous tombez sur 13 millions. Sur les 30 millions, vous enlevez les étrangers. Sur les 30 millions, vous enlevez les étrangers. Non, on parle de 30 millions de Camerounais. On parle de 30 millions d'âmes vivant au Cameroun. Oui, les 30 millions vivant au Cameroun. Là, vous enlevez les étrangers. Vous enlevez les étrangers, vous voyez bien que maintenant, sur le financement, allons même à 12 millions si vous voulez. Nous ne sommes que 8 millions. Non, c'était là pour rappeler que quand on veut travailler avec les chiffres, il faut avoir la mesure de la chose. C'est ce que je voulais rappeler. Et justement, également, les chiffres pour le financement. Vous ne pouvez pas interdire à un parti politique d'avoir plus de moyens que d'autres. Maintenant, les moyens d'État, c'est autre chose. Qu'est-ce que l'on peut, par exemple, faire autrement? Et une fois de plus, aux États-Unis, par exemple, les financements sont illimités. Il y a des gens qui font des fundraising. D'ailleurs, au Cameroun, on fait beaucoup de fundraising en ce moment.
Il y a beaucoup de partis. C'est pas vrai. Avec une loi coercitive c'est pas extrêmement vrai. Oui, contraignante sur Aux les États-Unis, les Donc, il faut le financements dire. publics sont limités. Maintenant, Les financements privés qui sont illimités. Vous pouvez prendre le cas de la France. Il y a ce qu'on appelle Là aussi, c'est la plafonné. limitation, le plafonnement des dépenses de campagne. Oui. Vous dépensez et vous justifiez. Et l'État peut vous rembourser. Merci. Vous dépensez et vous justifiez. Aucun des deux cas n'est celui du Cameroun, ni celui Oui, des États-Unis, ni celui de la France. Tout à fait. Faut qu'on soit Donc c'est clair. pour lui dire que c'est pour lui dire qu'il faut faire, il faut être à un moment circonspect. Et encore, si vous voulez accéder à la fonction présidentielle, il faut avoir les moyens. Beaucoup de candidats ne le disent pas assez. Sinon, recalé, il veut bien qu'il y ait un tri. Beaucoup de candidats seront recalés par la question de 30 millions. Candidat déclaré. Et oui, Alors, beaucoup de on avance, candidats seront recalés par la question de 30 millions. Donc, c'est ce que nous sommes en train de dire sur le plateau. Il faut qu'il y ait un tri. Eh bien, le premier tri que la loi a mis, c'est 30 millions. Professeur Mogo. Oui, Célestin. Le Cameroun, la France, c'est pas le Cameroun et vice-versa. Tout à fait. Nous sommes une nation. La démocratie pluraliste, enfin électorale, a pris corps il y a très peu. Il y a moins de 35 ans. C'est très récent. Par conséquent, je considère que les partis politiques tels qu'ils sont constitués en Occident, où il y a des partis de masse, où les militants cotisent réellement, dont le parti a un fonds de caisse réel. Ici, par exemple, nous avons un parti État, parti RDPC. Alors, vous avez des élites, des gens qui sont adhérents mais pas militants. Généralement les hommes d'affaires, de l'Ouest, du Sud, de partout. Ils ont choisi le RDPC pour se pérenniser ou pour protéger leurs affaires. Ils ont l'obligation morale de contribuer dans ce parti. Mieux que ça, le parti souvent, même pour ses déplacements, puise dans les fonds de l'État. Et au-delà même des ressources matérielles et financières, il y a souvent une complicité de ressources humaines qui implique parfois l'action des gouverneurs, des préfets, etc., etc. Il y a une logistique qui est pro-RDPC. Et c'est déloyal. C'est déloyal. Et c'est ça que nous dénonçons. Or, moi je suis opposé à la démocratie censitaire, basée sur la fortune. Parce que le président de la République peut venir de nulle part. Ce qui est important, c'est la qualité de l'homme ou de la femme qui veut diriger les Camerounais. D'accord. Si on commence à mettre l'accent sur la fortune de l'individu, eh bien, moi je suis multimilliardaire, je ne connais rien à la politique, j'achète tout le monde. Puisqu'il y a un chômage qui est assez galopant au pays, tout le monde dans la misère. Donc c'est la raison pour laquelle il faut que l'État prenne ses responsabilités. De dire, ok, nous voulons progresser dans la démocratie. Il faut donc financer cette démocratie. Au moins pour le démarrage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on démarre avec 20 ou 21 candidats. S'il y a 2 tranches ou 3 tranches à financer, la première, où il n'y a pas encore de résultat, on dit, ok, si vous êtes sur le même point d'égalité, au nom du peuple et au nom de la démocratie. On part de là. Comme ça, chaque candidat peut être présent dans les 10 régions. Parce que sinon, le contraire, c'est quoi? Le contraire, c'est que quand un candidat roule le pavé, tape le pavé dans une région, ou 2 maximum, le RDPC parti État avait les moyens conséquents de l'État, parce qu'on ne contrôle rien du tout. Ils sont dans les 10 régions, dont le match est biaisé à l'avance. D'accord. Donc, par ailleurs, je continue à dire ceci. Il y a un élément fondamental. N'oubliez pas que nous sommes quand même dans un pays où les gens ont quand même eu ce dégoût. On parlait d'abstentionnisme tout à l'heure, ce dégoût à cause aussi de la superpuissance octroyée aux partis au pouvoir. Si nous voulons aller vers un pays raisonnablement apprécié dans le monde, il faut naturellement revoir les méthodes du code électoral. Prenez l'article 44 du code électoral. Le président de la République au Cameroun est en même temps président d'un parti en compétition. Il nomme le directeur du conseil électoral, il nomme le directeur d'Elections Cameroun. Et il peut, selon l'article 44 alinéa 1, le démettre s'il estime qu'il a failli à sa fonction. Or, il se peut qu'il soit lui-même candidat. C'est-à-dire que le candidat, vous comme moi, a le pouvoir de démettre le maître des élections et donc l'influencer. D'ailleurs même, l'article 41 dit il est éventuellement renouvelable, son mandat. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a tout un artifice qui est mis en place pour essayer d'impressionner ceux qui ne sont pas du parti au pouvoir. Et ça biaise le système électoral qui est primordial. Mais seulement, on ne peut pas en tant que candidat
se focaliser uniquement sur les dénonciations. C'est la raison pour laquelle il faut aller vers les électeurs, les convaincre. Et puis je suis ravi ce soir parce que effectivement on initie le débat sur les programmes politiques. Peut-être qu'on va y venir tout à l'heure. On y arrive. Donc c'est important que les électeurs sachent à quelle sauce, entre guillemets, seront mangés quand tel ou tel candidat sera... on y arrive en passant par quelle question, sachant qu'il faut, par cette question, pardon, sachant qu'il faut disposer d'un élu pour présenter sa candidature ou de 300 signatures pour être candidat, par quel mécanisme chacun de vous entend-il? Je voulais dire un mot là-dessus. Ouais. La loi ne parle pas d'avoir un élu. Je regrette de le rappeler. Minimum. Non, la loi parle de parti représenté. C'est la formule qui est utilisée. Mais par quoi? Parce que sinon l'UPC, qui a le droit d'investir quelqu'un, n'a pas d'élu. La loi ne dit pas parti représenté. La loi dit plutôt parti non représenté. Bon, ça revient au même. Non, ça ne revient pas au même. Non. Pour les partis non représentés, il faut avoir 300 signatures. Ça revient au même. Donc, ce qui est sûr, c'est que la formule avoir les élus n'existe pas dans le code pénal. Exact. Par contre, ce qui est important, c'est que la notion de parti représenté laisse sur la base d'un PV établi par le Conseil constitutionnel le jour du dépouillement. Si on dit le SIF, le MP ou bien le RDPC a tel nombre d'élus, eh bien, il y a un PV. Ce n'est pas apprécié de manière post-électorale. C'est apprécié au moment où il y a les élections. Ce qui fait que les aficionados d'une théorie complètement loufoque, qui consiste à dire que, eh ben, je peux débaucher un militant, un élu dans notre parti et m'octroyer l'onction de l'éligibilité. C'est faux, puisque on parle de droit de code électoral. On ne peut parler que d'élection. On ne peut pas avoir des élus par césarienne. Les élus, c'est par voie naturelle. D'accord. Alors, si vous souhaitez avoir des élus, eh bien, allez aux élections. Fort de ce mécanisme, vous, par quel moyen entendez-vous vous présenter selon l'un ou l'autre cas? Eh bien, vous l'avez dit, député, la loi. La loi nous offre deux options. D'accord. Soit solliciter de la part des conseils municipaux, des députés, des conseils régionaux, leur signature, quitte à les supplier de manière démocratique. Ou alors, peut-être trouver un parti qui n'a pas de candidat, mais qui a les élus, qui a des représentants dans les conseils municipaux, etc., pour qu'ils puissent vous investir. C'est possible. Donc nous sommes sur le socle de la loi uniquement, et rien d'autre. Jacques? Oui, dans mon cas, je serai présenté, investi par un parti politique qui a des élus, et je laisse à ce parti le soin de communiquer le moment venu. Donc ce sera fait dans les prochains jours. Hiram? Oui, je voulais d'abord regretter que finalement, j'ai l'impression qu'on se plaint d'une chose et que nous-mêmes nous participons à celle-là, c'est-à-dire que nous finissons par marquer des buts contre notre propre camp. C'est-à-dire? Nous venons de passer une heure pratiquement à débattre et des articles de loi du code électoral et dans une certaine mesure de la candidature consensuelle. Je pense que ce n'est pas notre avantage. Mais pour répondre à votre question de manière très précise, je l'ai dit sur votre plateau le 15 mai lorsque j'ai déclaré ma candidature. Ma candidature sera portée par un parti politique dûment habilité à investir un candidat selon les dispositions de la loi. Aujourd'hui, nous avons deux options claires. Au moment où j'annonçais ma candidature, nous avions un accord d'investiture avec un parti politique. Aujourd'hui, nous avons une deuxième voie que nous sommes en train d'explorer, qui est celle de la fédération des ensembles des partis politiques qui ont une idéologie souverainiste et nationaliste autour d'un projet fédérateur commun. Nous avons commencé à discuter, et là, je n'ai pas besoin de cacher le nom du parti avec le Manidem. Nous nous sommes rapprochés du groupe de Douala. Je pense que dans les prochaines heures, le groupe de Douala publiera un programme de large consensus auquel plusieurs partis politiques vont adhérer. Et donc, sur cette base, peut-être qu'il y aura donc la désignation d'un candidat consensuel autour de ce projet fédérateur-là. J'espère bien que je finirai par être celui qui est désigné. Donc, voilà les deux mécanismes que nous avons. Et si vous ne l'êtes pas? Si je ne le suis pas et que j'ai adhéré à cette démarche consensuelle, eh bien, je supporterai le candidat qui sera désigné. Pour le moment, je me bats pour être celui qui sera désigné à la tête de cette, je dirais peut-être, coalition des partis à tendance souverainiste de la plateforme politique camerounaise. Venons au programme. Les 100 premiers jours, rupture, continuité ou bricolage? La parole à qui veut la prendre en premier? Rupture. Il va peut-être commenter après. Il faut rompre, parce qu'on a envie de ne plus voir aujourd'hui ce qu'on a vécu depuis 42 ans. Et dans la rupture, que mettez-vous dans votre programme? La rupture, naturellement, bien entendu. Quelles sont les offres, quelles sont les propositions? En quoi est-ce que... Les offres, sur le plan simplement de la santé, beaucoup de Camerounais meurent parce que, n'ayant même pas 20 000 francs pour s'acheter un médicament,
C'est triste, c'est odieux de voir un pays au XXIe siècle où les gens meurent parce qu'ils n'ont pas 20 ou 30 000 francs. Il faut donc mettre en place un système de couverture maladie universelle. Pour ceux qui sont indigents et qui peuvent le prouver, bien sûr, l'État doit prendre en charge au moins 80% des frais d'hospitalisation et de médicaments. C'est la moindre des choses. Il faut rompre avec le passé, avec une situation chaotique. Sur le plan de l'éducation, aujourd'hui, nous avons des miasmes encore de la culture occidentale qui s'infiltrent dans nos écoles, dans nos maternelles. Ce n'est pas normal. Il faut africaniser, voire même camerouniser notre éducation nationale. Pourquoi on éclate le ministère de l'éducation de base, le ministère des enseignements secondaires, le ministère de l'enseignement supérieur en 3 morceaux? Non, il faut fusionner tout ça en un grand ministère et rendre à ces écoles, au système scolaire camerounais, académique, supérieur, une connotation africaine et camerounaise en fonction des idéaux et des perspectives voulues par le Cameroun. De trois, sur la question du chômage, il y a trop de bayam selam, il y a trop d'informels au pays. Ce qui fait qu'on parle souvent de la disparité des prélèvements d'impôts. Évidemment, ceux qui sont mal informés par définition, ils ne sont pas identifiables par les impôts, par les services d'impôts. Par conséquent, l'État perd énormément dans ses recouvrements. Il faut donc faire en sorte que, effectivement, le chômage des jeunes soit un lointain souvenir. Ça suppose qu'il faut insérer dans le système éducatif camerounais la notion école-entreprise. De sorte que, après une licence, après un master 1, un master 2, l'étudiant sorti fraîchement de l'école puisse trouver, dans les 6 mois qui suivent, rapidement un emploi. Un emploi, n'est-ce pas, ne reste pas au chômage, sinon ça va encore causer les développements qu'on sait aujourd'hui. Quatrièmement, il y a la question économique. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat, sur le marché, on a du mal à tenir le debout. Vous donnez 10 000 francs de ration à votre femme, elle rentre, il n'y a rien du tout. Comprenez? Ça veut dire que les gens s'amusent à augmenter les prix des denrées alimentaires de manière absolument anarchique, parce que justement, les pouvoirs d'achat ont baissé, et les gens crient haro. Il faut donc passer par la politique de la hausse salariale. Si les gens n'ont pas un salaire assez élevé, comment peuvent-ils consommer? Et s'ils ne consomment pas, mais les boutiques, ils sont dans la dèche. Ils ne peuvent pas, effectivement, cotiser dans leurs impôts. Ils ne peuvent pas contribuer à leur imposition normale. Parce qu'ils vont chercher les moyens pour frauder ou pour acheter les agents d'impôts. Il faut donc mener une politique de hausse salariale. Et pour terminer, je pense qu'aujourd'hui, on a une croissance économique extrêmement ridicule, même pas 4%, alors même que dans les années 70, on était à 2 chiffres. C'est possible de relancer la croissance en rehaussant les salaires. C'est la raison pour laquelle, moi, candidat de la part, je propose un salaire minimum de 200 000 francs CFA. Rien sur les institutions, il n'y a pas de réforme? Il y a des réformes, bien sûr. D'accord. Alors, par quel mécanisme vous financez votre campagne? C'est très simple. On a signé en 2014 les APE, qui était un scandale pour le pays. Les APE, c'est les accords de partenariat. Votre candidature déjà et votre campagne, comment vous le financez? Vous faites aussi un appel à fonds? Vous avez des soutiens? Tous les candidats, même aux États-Unis, font des appels au fonds. Bien sûr, il y a une partie qui est peut-être personnelle, mais ça ne peut pas suffire naturellement. Les plus grands candidats des plus grands pays font appel au fundraising, ça c'est tout à fait naturel. Donc on le fera et on ira jusqu'au bout dans cette campagne. Hiram, rupture. Continuité au bricolage. Nécessairement rupture, après 42 ans de règne d'un même régime. Qu'est-ce que vous y mettez? Je pense que ce sera difficile pour moi en 5 minutes d'étaler toutes les mesures clés de mon programme, donc je me contenterai peut-être de dire ce que je ferai durant les 100 premiers jours. C'est ce qui m'a l'air d'être le plus important. Et donc, durant ces 100 premiers jours-là, nous allons nous attaquer à ce que nous estimons être les 3 principaux problèmes qui touchent l'ensemble des Camerounais. La question de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, pour ne pas dire la question de la paix, la question du pouvoir d'achat et de la gestion de l'argent des Camerounais, et enfin, la question de la réconciliation du Cameroun avec son histoire. Donc, dès le lendemain de notre élection à la tête de l'État, nous allons déclarer immédiatement un cessez-le-feu dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, ouvrir des discussions avec ceux de nos frères et sœurs qui ont choisi le chemin de la violence, avec pour objectif qu'au bout des 100 premiers jours, ils aient, eux, déposé les armes et que nous puissions démilitariser ces 2 régions. Et dans la foulée, nous allons démarrer des consultations à l'échelle locale, puis départementale, régionale, avec pour objectif de tenir, une année après notre élection, donc en octobre 2026, une conférence nationale souveraine qui va donner l'opportunité au peuple camerounais, pour la première fois dans son histoire, de définir par lui-même son mode de vivre ensemble, c'est-à-dire
la constitution, la forme de l'État, le modèle de gestion de notre territoire et de nos ressources. Sur le deuxième plan, parlant justement du pouvoir d'achat, dans les 72 heures qui vont suivre notre élection, nous allons devoir nommer le Premier ministre et l'instruire de constituer rapidement un gouvernement de 20 membres, comme nous le proposons. Vous ne pouvez pas en 72 heures nommer un Premier ministre. Nous le nommerons en 72 heures, puisqu'il fera partie... Vous ne pouvez pas, puisqu'il fera juridiquement. Parce qu'il faut attendre déjà d'être prêté serment, le président élu, ensuite nommer un gouvernement. Nous le nommerons en 72 heures, après avoir prêté serment, si vous le voulez bien. Ce n'est pas 72 heures, prêter serment. Nous le nommerons 72 heures après avoir prêté serment. Ah, ok. Et nous ambitionnons, dans les 10-15 jours, de tenir un conseil des ministres à Buea ou à Bamenda, qui portera principalement sur 3 points. Le premier point, et peut-être le plus important, c'est d'alléger justement le poids financier qui pèse sur les familles camerounaises en observant l'évolution des cours du baril depuis le début de l'année 2025. Nous avons constaté une chute substantielle qui permet tout de suite d'instruire une réduction de 20% des prix du carburant pour revenir au prix qui était pratiqué en 2023, avec l'impact conséquent sur les prix des produits de première nécessité. Le deuxième point de ce Conseil des ministres sera de créer une force spéciale de lutte contre la corruption qui sera dotée des pouvoirs d'enquête, des pouvoirs de poursuite et surtout des pouvoirs de récupération des fonds. Et enfin, d'engager le processus de reddition des comptes pour que nous puissions, sur l'audit des comptes publics de 2000 à 2025, traduire devant les juridictions compétentes tous les gestionnaires de la fortune publique camerounaise qui se seront rendus coupables de détournement de fonds. Et enfin, sur le troisième point, celui de la réconciliation du Cameroun, du peuple camerounais avec son histoire, ce sera d'autoriser immédiatement le retour ou le rapatriement de la dépouille du président Ahidjo sur le territoire camerounais, lui et l'ensemble des membres de sa famille qui sont enterrés à Dakar. Et enfin, de procéder à ce que nous appelons la décolonisation de l'espace public camerounais pour redonner à nos rues, à nos espaces, à nos infrastructures, les noms des héros qui ont contribué à construire la nation camerounaise. Donc, au bout de 100 jours, nous nous serons principalement attaqués à la question de le retour à la paix dans le Nozo, à la question de l'amélioration du pouvoir d'achat des Camerounais par la baisse des prix des produits de première nécessité, à la question de la reddition des comptes, et enfin, nous aurons démarré le processus de réconciliation du peuple camerounais avec son histoire. Rappelez-nous comment vous financez votre candidature, 30 millions. Alors, nous avons fait un effort avec l'ensemble des membres et du secrétariat permanent du MP3, qui est l'organe dirigeant de notre parti politique, et l'équipe de campagne qui intègre d'autres formations politiques et organisations de la société civile. Nous avons fait le nécessaire pour lever par nous-mêmes la caution de 30 millions qui est nécessaire pour faire valider notre candidature par l'ECAM. Presque, je pense que dans les 72 prochaines heures, elle le sera totalement. Et ensuite, pour le cas de la campagne, nous ferons d'abord appel, je ne vais pas dire à l'épargne, mais à la volonté des militants de notre propre parti de nous accompagner dans cette campagne et à tous les Camerounais qui se seront reconnus dans l'offre politique que nous défendons. Jacques, les 30 premiers jours, rupture, continuité, bricolage. Rupture sur le plan politique, rupture sur le plan économique, rupture sur le plan socio-culturel. Sur le plan politique, je remettrai le peuple au centre du processus électoral. C'est-à-dire quoi? La Cour suprême aura des missions étendues au contrôle total du processus électoral. Les juges de la Cour suprême seront nommés par le président de la République, mais ils devront être confirmés par le peuple par voie référendaire à travers le vote électronique. Je reviens là-dessus dans un deuxième temps. Cette Cour suprême aura également le pouvoir de destituer le président de la République s'il ne respecte pas certains articles de la Constitution, notamment ceux concernant la limitation des mandats. Paul Biya doit être le dernier Camerounais à faire plus de 14 ans au sommet de l'État. Après lui, c'est fini. Je m'assurerai que c'est le cas. Il faut que le peuple puisse voir d'autres leaders après un certain temps. Sur les élections, les candidatures, j'apporterai de la sérénité à notre climat politique. Pas de la stabilité, parce que c'est le même système depuis 1960. La sérénité, on ne l'a pas. Et on l'a vu dans le débat tout à l'heure. La sérénité passe par un système de présélection des candidats qui est juste, qui permet à chacun
et au peuple de dire qui d'abord peut être candidat, parce que c'est une présélection. Une fois que le peuple donne plus de 5% à un candidat, un Camerounais ou une Camerounaise, ce Camerounais est retenu comme candidat et a une allocation budgétaire conséquente pour ne pas être l'otage des pouvoirs de l'argent. Parce qu'il y a un aspect important. Le peuple doit garder le contrôle de ses dirigeants. Ils ne doivent pas être sous le contrôle des pouvoirs de l'argent comme on a vu dans d'autres pays. Et ne prenons pas ce mauvais exemple. Corrigeons cela dès maintenant. Et c'est ce que je ferai. Avec ces scrutins de présélection, les candidats n'auront plus de problème d'argent. Parce qu'une fois que le peuple vous a donné la légitimité avec 5% en plus, maintenant vous avez une allocation budgétaire, vous serez comme un ministre, vous serez l'ordonnateur d'une ligne budgétaire conséquente pour faire campagne sérieusement. Tout se passera à travers le ministère des Finances toujours, mais au moins on n'aura plus ce problème d'argent en politique. Je compte enlever l'argent de la politique. Voilà. Malheureusement, on y est encore, on doit gérer avec. Je réglerai le problème du NOZO. La première chose que je ferai avant de finaliser la Constitution. Vous avez ici le résumé de mon projet de société. S'il vous plaît, on voulait pas... Le résumé, c'est le résumé. Le livre lui-même, il est déjà disponible au Cameroun. Il a plus de 500 pages. Je donne les détails. Et beaucoup sont sur la nouvelle Constitution. Je ne vais pas m'attarder sur ça ici. Mais je ferai une chose pour nos frères et sœurs anglophones. Nous aurons une conférence sur le problème anglophone. We'll have a 3-day conference over the Anglophone issue that I will chair myself as president. Because I'm also an Anglophone by education. That title, Dr. Bugagbe, doctor, is a PhD, it's in English. That degree is entirely in English. There's no single word of French on that degree. So I see myself as an Anglophone as well. So I'm going to organize that conference. I'm going to chair it myself. I will not send a prime minister. I will not send a minister. We're going to discuss as brothers and sisters together to identify the problems that led to the NOZO crisis, identify solutions that we can put into the Constitution, and those we may put in non-constitutional documents. So we will solve that Anglophone crisis. You will be proud again of being Cameroonian. We'll all be proud of our country, of its bilingual nature. Because I'm proud of who I am. I'm able to speak French and English, even though these are European languages. But I will go beyond that. I'll talk about it later. These are European languages. Let's not forget about it. We are Africans fighting over European languages. Mais sur le plan économique, il y aura rupture également. Pourquoi? Parce que nous devons accepter que l'État ne peut pas développer les 58 départements du Cameroun en même temps. Je sortirai de la République de Douala et Yaoundé, où on pense que le Cameroun, c'est seulement Douala et Yaoundé. On fait les calculs seulement sur Douala et Yaoundé. Moi, je fais les calculs sur les 58 départements du Cameroun. Je compte les développer tous en même temps. Je les développe tous en même temps. Et les coûts sont énormes quand on voit les choses de cette manière. Pour l'électricité seulement, un petit calcul nous met à 37 000 milliards. Pour les routes, nous sommes 37 000 milliards. Oui, parce que vous mettez, si vous voulez installer 1 kW de puissance par Camerounais, parce que c'est un peu la norme, si on veut avoir un niveau d'électricité raisonnable par habitant, 1 kW. Vous avez 30 millions d'habitants, vous avez besoin de 30 000 mégawatts. Aujourd'hui, on a moins de 2 000. Il nous faut à peu près 28 000 mégawatts de puissance installée. Et le coût d'un mégawatt de puissance installée, c'est à peu près 2 millions de dollars. On n'a même pas 2000 mégawatts. Voilà, on a même moins. Bon, en gros, on est dans 1500. Bon, je suis peut-être généreux avec le gouvernement. Mais bon, l'ordre de grandeur est le même. Le coût d'un mégawatt de puissance, c'est à peu près 2 millions de dollars. Donc, 28 000, on est à combien? Presque 60 milliards de dollars. Ce qui fait à peu près 37 000 milliards de francs. Voilà les calculs. Si vous voulez donner l'électricité à tous les départements, voilà les calculs qui s'imposent. Je ne serai pas que le président de Douala et Yaoundé. Vous faites la même chose pour les routes. Là, les standards de la Banque mondiale disent que pour avoir une circulation raisonnable, il faut 0,5 km de route par kilomètre carré. Au Cameroun, ça fera 228 000 kilomètres de route. On n'en a que 10 000. Donc là également, les coûts sont énormes. Même si vous êtes généreux et vous mettez 1 milliard par kilomètre de route, nous sommes à 228 000 milliards. Donc voilà, je change le droit de déployer tout son programme, parce que moi, j'en ai déployé que 5 aspects. Je vais aller vite. Le programme en comporte 23. Non, c'est une question de timing, c'est plus question du nombre. Vous avez pu Justement, faire... parce que là, il est en train de déborder, il faut une certaine équité sur le plan, dans le sens où Non, il n'y a pas...
Non, c'est pas pour Vous n'allez pas me stigmatiser, faire ce simplement procès. que lui, il dépend Non, de son programme, que d'autres sont un peu lésés. Quel mécanisme de financement Je vais- pour votre candidature, les 30 millions, comment vous les trouvez? Je les ai déjà. D'accord. Si l'élection c'est demain, je dépose les 30 millions. Le dossier est prêt déjà. Comment les avez-vous trouvés? Financement personnel, Je appui, les ai déjà, je n'entrerai pas dans ces détails. la transparence. La transparence du candidat. Je les ai déjà. Je les ai déjà. Vous savez que la question a un non-dit, non? Tout le dossier est prêt. L'opinion a l'impression que le gouvernement se fabrique ses candidats. Je voudrais, monsieur le député, si tu me permets une minute. Je suis un ancien seulement- fonctionnaire du FMI, du Fonds monétaire international. D'accord, c'est dit. Donc, fonds propres. J'ai une retraite qui vient de Washington. Fonds propres. Jusqu'à ma mort, député, je n'ai même pas besoin de travailler. D'accord. Je suis là parce qu'on peut changer notre pays. Très rapidement, je propose un modèle simple. Je voulais finir, s'il vous plaît. Je vais numériser toute la fonction publique, tout le secteur public, et donner des téléphones à tous les Camerounais. Ce n'est pas par démagogie, parce que l'État a besoin que vous ayez des téléphones pour simplifier sa propre vie. Prenons les pièces d'identité, par exemple. Beaucoup d'entre vous avaient des problèmes pour avoir des pièces d'identité. Vous pouvez avoir une version électronique en attendant que la version plastique ou papier arrive. Ça permet aussi de financer l'État avec le modèle de 100 francs. D'accord, c'est bon. Iram, un mot et puis... C'était en 10 secondes, simplement pour dire effectivement que c'est important qu'il y ait une transparence sur le mode de levée de fonds de toute personne. Le financement, parce que certains, c'est levé de fonds, d'autres, c'est fonds propres. Et qu'au-delà, justement, en parlant de la loi, parce que c'est là-dessus que je voulais appuyer, même si la Commission nationale de déclaration des avoirs et des biens n'est toujours pas mise sur pied, de notre point de vue, c'est un impératif que les candidats à l'élection présidentielle fassent également obligation de déclaration de leurs biens et avoirs pour que les Camerounais sachent exactement quel est leur patrimoine. Vous ferez la vôtre. En fonction, je ferai la mienne, elle est prête. Quel est leur patrimoine avant qu'ils n'entrent en fonction et quel est leur patrimoine au moment où ils quittent leur fonction pour qu'on s'assure qu'ils ne soient pas servis sur le dos des Camerounais. Vous la ferez de façon symbolique? Sur quel canal? Par quand? Non, ce sera publié déjà dans mon dossier de candidature et ce sera affiché sur nos différents canaux de communication. D'accord. Peut-être un commentaire sur tout ce qui a été dit par rapport au programme. Pas une sanction. Non, non, Bon. je ne censure pas, mais je constate que là, tout le monde parle du peuple. De mon point de vue, c'est le leader qui montre la voie. Alors là, j'ai beaucoup entendu, je vais donner la parole au peuple, je vais faire ceci, le peuple va dire ceci. Non, c'est le leader qui montre la voie. Ce n'est pas le peuple qui montre la voie. Le peuple suit ce que le leader dit et ce que le leader veut faire. Donc, donner la parole au peuple, toujours revenir au peuple, je suis un peu dubitatif. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'idée des 100 jours ne me paraît pas opérationnelle dans les cas camerounais. Je l'ai toujours dit à d'autres occasions. Le mot 100 jours nous vient de France, où au bout de 100 jours, or c'est des pays qui sont déjà entièrement construits, on peut voir les premiers actes qui ont été posés par quelqu'un qui entre en fonction. Non, on va élire un président pour 7 ans. Qu'est-ce que le président a pour le Cameroun pour qu'au bout de 7 ans, on sache ce qu'il a effectivement fait? Et si un président, si un candidat me dit, bon voilà, moi je n'ai pas entendu ici, de tous les trois qui se sont exprimés, quelqu'un me dire, bon voilà, pour la Constitution, voici exactement ce que nous allons faire. La réforme institutionnelle. Pas la réforme de l'État, tout à l'heure, parce que le député m'a interrompu. Diamène nous a dit les ministères et autres. Non, j'ai plus entendu une critique de ce qui existe que ce que je propose, ce que je vais faire. Fusion des trois ministères. Donc, par exemple, si je pense simplement le cas de la parole, c'est lui qui a plusieurs parlé de la réforme institutionnelle. Et puis, il y a autre chose qu'on n'évoque pas assez. Je n'ai pas entendu ici un candidat mettre en réalité chaque citoyen au centre. Parce que le peuple, c'est trop vague. Le peuple, je vais faire ceci, le peuple, tu as mal compris. Chaque citoyen, c'est très vague. Tu as très mal compris nos propositions. Parce que les catégories de citoyens, j'ai peut-être entendu, on veut déployer 58 départements. Mais chaque citoyen, des catégories de citoyens, la jeunesse, ce n'est pas la vieillesse, ce n'est pas... Et puis, quand on dit université, entreprise, est-ce que tout étudiant va devenir son propre entrepreneur et qui va finalement employer qui? C'est tous les étudiants. Si chaque étudiant qui sort devient son propre employeur, non. Il faudrait qu'il y ait des modèles à partir desquels les Camerounais peuvent se reconnaître. Parce que lorsqu'on tire trop large, lorsqu'on a des gros envolées lyriques, le citoyen se perd. Chaque citoyen aimerait savoir que dans mon domaine spécifique, quelqu'un qui aspire à gouverner, voici exactement ce qu'il fera
pour moi. Et ça, je ne l'ai pas beaucoup entendu. C'est peut-être là où les candidats, les potentiels candidats gagneraient à travailler davantage. C'est ça qui peut amener les gens à aller voter. Que j'ai envie de voter pour tel, parce que sur tel point, il a appuyé sur quelque chose qui, moi, m'intéresse. L'électorat est multiforme. L'électorat n'est pas unique. Dire le peuple, toujours le peuple, et puis je vais donner la parole au peuple. Et puis, je vais terminer sur la question du nord-ouest et du sud-ouest. Je crois qu'aujourd'hui, la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est beaucoup plus des bandits de grands chemins qui, aujourd'hui, profitent d'une économie plus ou moins délabrée que de penser qu'aujourd'hui, il faille recommencer à penser que la crise en elle-même existe. Je voudrais, avec votre permission, député Tongo, dire un mot sur ce que a dit tout à l'heure Poussa Mougou, pour rappeler que nous mettons l'homme au cœur de nos projets de société, en tout cas pour ce qui me concerne. Quand je parle du peuple, pas en tant que tel, quand je parle du chômage, je parle des hommes et des femmes qui souffrent au quotidien parce qu'ils n'ont pas un emploi décent. Quand je parle de la prise en charge sanitaire, je parle des gens de tous les jours qui meurent, qui sont endeuillés parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, le minimum, pour se faire soigner. Quand je parle de la justice sociale, les gens en sont victimes tous les jours. Quand je parle de la consommation, de l'économie, de la croissance économique, c'est parce que les gens perdent le pouvoir d'achat, ils sont stressés, ils vivent mal cela. Et ça crée des débauches, des enfants qui s'enfuient, des prostituées, des délinquants, etc. Donc c'est toujours l'homme dans notre programme. Je voulais simplement ajouter un point sur la crise anglophone. Mais pour moi, la question est très simple. Il n'y a pas de crise anglophone. Il y a une crise camerounaise qui tire leurs racines des vestiges coloniaux. Moi, ce que je propose, c'est la suppression des deux langues coloniales. Nous sommes africains, définitivement africains. Nous avons la capacité de se mettre en place un comité d'historiens pour réfléchir sur la linguistique. Une langue camerounaise qui peut être empruntée d'une langue africaine, le swahili, je ne sais pas quoi, foufoulé, ou une langue qui sera composite. Mais il y aura un comité d'historiens qui sera mis en place pour réfléchir à une langue camerounaise. Donc je ne veux plus ni de français, ni d'anglais. Le Rwanda l'a fait, nous pouvons le faire. D'accord. C'est ça la crise anglophone. Les urgences sont multiples, les priorités également, mais nous avons choisi deux thématiques que vous allez résumer, qui c'est peut-être pouvoir les chiffrer également en termes de propositions, les problèmes de la jeunesse et les problèmes d'emploi. Quelles sont vos propositions dans ces deux secteurs? Si possible, les chiffrer et nous dire comment financer tout cela, Hiram. Oui, j'aimerais revenir juste en 10 secondes. Hein. Je pense que le professeur est dans son rôle, il est dans son rôle d'intellectuel. Une élection présidentielle, ce n'est pas le concours du CAMES. Il ne s'agit pas ici d'avoir la justesse absolue dans les chiffres. Il s'agit, là je vous rejoins parfaitement, de montrer en tant que leader la direction que l'on donne à la marche de l'État, mais aussi dans un système de management, les règles de management sont universelles. Vous avez besoin d'avoir des bornes de contrôle. Donc on ne peut pas se limiter à avoir un plan sur 7 ans dans un pays comme le Cameroun qui est profondément en crise et ne pas dire aux Camerounais que dans les 3-4 premiers mois, voici les principaux résultats qu'on va pouvoir obtenir. Sur la question des problématiques de jeunesse-emploi, pour ne pas dire des problématiques de chômage, je crois qu'il est important de rappeler que cette problématique, un taux à peu près de 75% quand on cumule le sous-emploi et le chômage au Cameroun, résulte de la structuration en elle-même de notre économie. Le Cameroun importe la grande majorité de ses biens de consommation et exporte la plupart de ses matières premières. Ce modèle économique ne nous permet donc pas de développer une économie de la production qui va multiplier le nombre des industries et permettre de générer plusieurs activités génératrices d'emplois. Excusez-moi pour la répétition. Donc là-dessus, nous avons deux orientations. L'orientation structurelle, qui va prendre du temps pour commencer à avoir des résultats, c'est que nous comptons interdire l'exportation des matières premières agricoles et minières avant leur première transformation locale. Bien évidemment, cette démarche demande d'avoir l'appui énergétique, on en a parlé tout à l'heure, et les infrastructures de transport qui vont permettre de développer notre industrie, avec un modèle ancré sur les départements, qui sera pour chacun des départements de notre République de choisir 3 à 5 filières de transformation. 3 filières agricoles et 2 filières énergético-minières, et donc d'avoir un développement dans chacun des départements auto-centré sur les richesses locales. Mais comme je l'ai dit, cette mesure va prendre 3 à 5 années pour commencer à produire les premiers résultats, et on ne va pas demander aux diplômés camerounais qui sont actuellement en attente d'opportunités d'emploi d'attendre ces 3 à 5 années-là. Et pour eux particulièrement, ce que nous allons faire, c'est que nous allons multiplier les centres de formation agricole sur l'ensemble du territoire, avec la possibilité de donner des formations de 3 à 6 mois
qui permettent à nos jeunes Camerounais de tout de suite pouvoir avoir les outils qui permettent de gérer des exploitations agricoles. Et donc, il y aura une politique incitative de retour à la terre pour que tout de suite, on ait la capacité de produire elles-mêmes les matières premières qui vont alimenter nos industries et que ces jeunes Camerounais, dans l'immédiat, puissent avoir des revenus en attendant que la transformation de notre économie, de la consommation vers une économie de la production commence à donner des résultats palpables, comme je dis, pas avant 3 ans. On finance ça comment? On finance ça par les impôts des Camerounais? De toute manière, non, pas du tout. Le Cameroun a un budget de 7 317 milliards à peu près, qui sur la répartition en termes de charges, je vais mettre les charges de fonctionnement du service de la dette, c'est à peu près 75% et on a à peu près 25% pour l'investissement. Or, ce que nous disent les grands cabinets de conseil ou même les bailleurs de fonds, peut-être que mon copanéliste précisera, c'est que quand vous êtes une économie en voie de développement, vous devez avoir un équilibrage d'à peu près 60% en termes de charges de fonctionnement et de services de la dette et 40% pour l'investissement. Et donc, pour atteindre cet équilibre-là, la mesure que vous avez, c'est que vous devez drastiquement réduire le train de vie de l'État. Il faut diminuer les charges de fonctionnement d'à peu près 20%. Aujourd'hui, c'est environ 5 500 milliards. Quand vous cumulez, comme j'ai dit, les charges de fonctionnement et le service de la dette, donc cette réduction de 20%, c'est 1100 milliards. C'est 1100 milliards par année sur 7 ans. Ça fait 7 700 milliards, plus à peu près aujourd'hui, pratiquement 3 à 4 000 milliards de crédits disponibles auprès des bailleurs de fonds, auxquels le Cameroun n'a pas encore accès parce que nous n'avons pas rempli les conditions de nos projets qui permettent de lever ces fonds-là. Donc le prochain président de la République aura là, tout de suite, la capacité d'avoir 11 000 milliards disponibles pour le développement infrastructurel, en dehors du fait d'avoir recours au service de la dette. Et ces 11 000 milliards-là vont principalement, pour nous, être affectés au développement des infrastructures, donc principalement les voies de transport, les routes, le chemin de fer et les infrastructures de production et de distribution. Pas de nouveaux impôts, réduction d'impôts? Non, on n'a pas besoin de nouveaux impôts. Il y aurait effectivement une réduction de l'impôt, notamment l'IS qui aujourd'hui est de 30% pour les entreprises qui font plus de 2 milliards de chiffre d'affaires, voilà, et 25% pour celles en dessous de 2 milliards. Nous comptons ramener cet impôt-là à 22%. Jacques, jeunesse, emploi. Oui, vous avez bien fait de soulever le modèle étatiste là qui peut coûter cher. Et justement, je veux mettre fin à cela. Et pour la jeunesse, la problématique jeunesse-emploi, je compte agir à plusieurs niveaux. Le niveau de l'éducation d'abord. L'État ne pourra pas rapidement construire toutes les écoles partout au Cameroun. Mais ce que je ferai, c'est quoi? C'est fournir les services publics, y compris les services d'éducation, à travers les téléphones dès le départ. Voilà pourquoi j'insiste sur les téléphones. Voici comment je vais procéder. Rapidement, je m'entendrai avec les compagnies de téléphonie pour m'assurer que tous les Camerounais ont accès à un téléphone dans lequel je mettrai une application, fichier unique, c'est une application de l'État qui sera gratuite. Les données seront gratuites. L'usage de cette application, les données pour l'usage de cette application seront gratuite et il y aura un chargeur solaire pour tout le monde. Ceci permettra à l'État, ce n'est pas pour faire les appels, ce n'est pas de la démagogie, ça permettra à l'État de fournir des services rapidement, les services publics rapidement à la population, en attendant que les écoles se construisent. Donc tous les cours que l'État donne souvent dans les établissements publics seront disponibles en ligne, déjà là, le premier axe. Donner tous les cours rapidement en ligne pour que les gens puissent... Pour risque de voir les parents ne plus envoyer leurs enfants à l'école. Non. Ceux qui ont les parents... Les élèves qui ont des difficultés pourront toujours aller à l'école voir un enseignant. Mais l'idée ici, c'est quoi? Il y a des régions au Cameroun qui n'ont pas d'école, n'ont pas de salle de classe, ils n'ont pas d'enseignants de bonne qualité. Ici, je veux m'assurer que tous les Camerounais, tous les jeunes Camerounais, très vite, ont au moins accès à de l'éducation de bonne qualité dans leur téléphone. Donc c'est un service public, c'est un moyen pour l'État de vous donner le service public très rapidement. Il y a d'autres avantages dont je parlerai peut-être plus tard. Deuxième aspect. Notre système éducatif devra produire des innovateurs, mais également être adapté au marché du travail. Le problème du système éducatif, c'est quoi? C'est qu'il vous donne des connaissances livresques. Et il y a aussi des connaissances du marché du travail qu'on n'a pas. Ce que je ferai à partir de la première année d'université, l'État signera des partenariats avec les entreprises pour qu'elles prennent des étudiants en stage et que ce stage soit noté par le chef de l'entreprise. Donc le stage fera partie du cursus scolaire et le stage sera noté. Ce ne sera pas facultatif. Si la note aide, améliore la note finale... Noté comme une UV. Oui, ce sera noté comme une UV par le chef d'entreprise et un enseignant spécialiste du domaine dans lequel l'enfant a travaillé, l'étudiant a travaillé.
voyez, donc, si la note du stage améliore la note finale de l'élève, elle va compter. Mais si elle n'améliore pas, ça ne comptera pas, mais ça restera dans son bulletin. Voilà pourquoi, comment on va adapter notre système éducatif au marché du travail. Maintenant, il y a aussi un autre problème qui arrive au marché du travail, c'est la mauvaise circulation de l'information dans le marché du travail. Les étudiants ne savent pas quelles sont les entreprises qui sont en train de recruter. Je vais mettre fin à tout cela en créant une plateforme de gestion du marché du travail où les entreprises seront obligées, par la loi, de mettre leurs offres d'emploi avant tout recrutement. Ce sera quelque chose de légal. Donc les étudiants seront, ou les chômeurs seront à temps réel ce que le marché de l'emploi veut, les compétences qui sont recherchées. J'irai au-delà. Ces entreprises auront également le devoir de mettre leurs projections d'offres d'emploi sur les 10 années suivant l'année en cours, ce qui est crucial pour les élèves qui sont en train d'étudier. Parce qu'ils pourront voir sur la plateforme de gestion du marché du travail quelles sont les offres d'emploi, quelles sont les compétences qui seront recherchées dans les années à venir lorsqu'ils vont finir leur formation. Ça leur permettra d'adapter leur formation et de ne pas être surpris par les exigences du marché lorsqu'ils finissent leur formation. Donc ils sauront en tout moment sur leur téléphone quels sont les besoins du marché du travail et ils vont s'ajuster en conséquence. Il y a un troisième aspect sur lequel je veux agir, c'est la création d'emplois justement. Les entreprises qui créent les emplois, ce sont généralement les PME. Dans toujours ces téléphones, dans cette application de l'État, il y aura une plateforme pour le financement populaire ou l'actionnariat populaire, où les entreprises pourront lever à travers des actions de 500 francs ou des bons de 500 francs, des financements facilement. Et sur le site, mon site de campagne, www.bouga2025.net, je fais une vidéo où je montre comment un jeune étudiant qui sort de l'université avec son diplôme informatique peut lever des fonds très facilement, sans beaucoup de problèmes. Donc voilà, les jeunes pourront également créer des emplois très facilement parce que le financement sera plus facile à travers les téléphones. L'État lui-même encouragera l'usage de cette application et de ce marché financier en utilisant lui-même ce modèle de 100 francs dont je parle. Comment il le fera? L'État a maintenant 15 000 milliards de dettes, à peu près 14,5 000 milliards de dettes. Et l'État paye par jour 1 milliard, ou plus d'1 milliard en intérêt, par jour, votre argent. Il le prend, il le donne aux riches. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut acheter les bons du Trésor. Pour acheter un bon du Trésor présentement, il faut avoir au minimum 1 million de francs CFA et avoir un compte de titres qui a un minimum 15 millions de francs CFA. Donc c'est vraiment une affaire de riches. Donc l'État est en train de prendre votre argent, 1 milliard par jour pour donner aux riches. Je vais faire l'inverse. Les bons du Trésor ne vont plus dépasser 100 francs CFA et on va les acheter sur ces téléphones-là. Je vais refinancer toute la dette du Cameroun. Il faut savoir, ce n'est pas de la plaisanterie, il faut savoir qu'en 2023, le volume des transactions dans nos téléphones était de près de plus de 24 000 milliards. C'est presque 4 fois le budget de l'État pour 2025. Ça, c'était en 2023. Je suis qu'en 2025, nous sommes à près de 30 000 milliards. Donc, il y a énormément d'argent qui circule dans ces téléphones et on doit utiliser ce potentiel de financement-là. Donc, l'État va l'utiliser. Et les bons du Trésor de l'État ne vont plus dépasser 100 francs. Chacun pourra les acheter et ils vont payer les intérêts tous les jours. Parce que ce milliard que l'État donne aux riches, c'est à vous que je le donnerai. Et c'est comme ça que je vais inciter les gens à utiliser cet instrument financier et cet appareil, cette application. Et ça permettra également de financer les petites entreprises parce qu'elles vont faire la même chose que l'État. D'accord. Sur la déclaration des biens, vous le faites aussi de façon symbolique avant Non, bien sûr. Tout ce qui est exigé par la loi, mes biens sont connus. Pour ceux qui me connaissent, vous allez à la Cité SIC, les immeubles à Hagbé sont connus. Moi, ils sont connus. Célestin Djamène. Oui, d'abord, je pense qu'il faut jeunesse et emploi. Mettre l'accent sur ce que les Camerounais vivent au quotidien. D'abord, je pense que le budget qu'on a cité ici, qui est de 7 milliards 317 millions, me semble assez problématique. Parce que quand on prend les pays comparables, comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire... 7 000 milliards 7 317 Voilà, milliards. vous avez dit 7 milliards. Non, 7 317 milliards de francs CFA. Et quand on prend des pays comparables, tels que le Sénégal, la Côte d'Ivoire, ils caracolent déjà dans les 14-15 000 milliards. Parce qu'avec 7 317 milliards, qu'est-ce qu'on peut faire? Encore que dans ces 7 000 milliards, 317, il y a beaucoup de dépenses de fonctionnement. Ça pose un vrai problème. Donc, l'État a besoin d'investir. D'investir dans la recherche et l'emploi. Dans la recherche, pourquoi? Parce qu'on a beau pérorer, on a beau dire, mais si nous restons un grand comptoir commercial, on ne peut pas émerger. Il faut bien que le pays mette de l'argent dans la recherche scientifique.
Regardez nos universités. Le classement des universités camerounaises, elles ne sont même pas à la 500e place en Afrique. C'est désolant. Donc je pense que je mettrai l'accent sur, effectivement, la recherche scientifique. C'est à partir de la recherche scientifique qu'on peut inventer. Et en inventant, on peut industrialiser. Un pays riche, c'est un pays où il y a des industries. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il est urgent qu'on relance les sites industriels comme les Magzi, qui ont été abandonnés. Cité Sigbasso, il y avait les zones franches, Aïdjo avait inventé, mais qui ont été abandonnées. Il faut relancer tout ça parce qu'en vérité, il faut que les jeunes qui veulent entreprendre, et là aussi, il faut parler d'entrepreneuriat parce qu'un jeune qui entreprend, qui met ses premières finances les 3 premières années, il n'a pas assez de matelas financier pour payer les impôts qu'on lui demande. Donc il faut lui accorder une espèce de franchise fiscale pendant au moins 3 ans pour qu'il puisse se constituer d'abord une clientèle et ensuite un matelas financier pour pouvoir payer ses impôts. Par ailleurs, je considère que chez nous, il y a un problème qui concerne l'agriculture. On a beaucoup focalisé sur le pétrole, qui est une industrie, qui est une ressource fossile, qui est en voie de déclin. Oh, l'agriculture, c'est l'or vert du Cameroun. On n'a pas assez regardé le côté du chapitre foncier. Beaucoup de jeunes convergent vers les grandes villes, font de la moto, le mototaxi, etc., les petits boulots qui ne rapportent rien, alors qu'on a des masses de terres arables qui pourraient occuper les jeunes. Pourquoi l'État ne prendrait pas sur lui d'allouer de manière formelle des lopins de terre aux jeunes qui veulent se débrouiller. Et puis lancer des cultures c'est pas de manioc, vivrières, etc. Parce que pour l'instant, quand vous regardez le Cameroun, nous sommes essentiellement un peuple de consommateurs et de rentes. Nous exportons... Quelle initiative prenez-vous dans ce domaine, dans ce secteur? Mais ça dit qu'on va interpeller les jeunes qui sont volontaires pour retourner travailler la terre. Nos villages sont vidés. Parce que les jeunes sont appâtés par les grandes villes, où il y a des métiers fugaces qui ne rapportent pas grand-chose. En mettant l'accent sur l'agro-industrie, on va leur apprendre comment d'abord entretenir les lopins de terre, on va leur donner une subvention pour les équipements mécaniques, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas compétir si on n'a pas assez mécanisé l'agriculture. On va aussi leur apprendre à commercialiser leurs produits agricoles. On va leur apprendre aussi comment créer des syndicats à la fois de producteurs, mais aussi des syndicats d'agriculteurs. C'est important aussi qu'ils soient informés, formés dans ce sens-là. Alors, je pense qu'il faut vraiment, pour les jeunes, on parle, dans le cas du Cameroun, d'environ 90% du secteur informel. Ça veut dire que les jeunes se débrouillent. Ils ne sont même pas dans le commerce, ils se débrouillent. Et quand on dit on se débrouille, c'est pour la survie. D'accord. J'ai envie que les jeunes qui sont dans les écoles, qui ont des diplômes, des parchemins qui ne servent strictement à rien, puissent aussi avoir le bénéfice de se lancer dans l'entrepreneuriat avec des mesures fiscales qui sont avantageuses pour les jeunes. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Prenez le cas, par exemple, d'une filière comme le coton. Mais il est en voie de dépréciation, de déclin. Pareil pour le riz. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, on consomme du riz thaïlandais, où c'est marqué date de péremption. On n'a jamais vu ça dans le monde. Comment un riz peut se périmer? Sans doute parce qu'on a mis des produits de conservation chimique dans ce riz-là. C'est ça que nous consommons. Aujourd'hui, on a pratiquement... La sèmerie n'est plus que l'ombre d'elle-même. Avant, nous avons la sèmerie, on avait le riz d'un Ndop, d'un Tonga, d'un Dikilimeki, de partout ailleurs. Aujourd'hui, c'est quoi? On met l'accent sur les importations de notre alimentation. C'est regrettable. Donc je pense qu'il faut redonner aux jeunes la possibilité de s'investir dans la terre. La terre ne ment pas. La terre reste un trésor essentiel pour les pays comme le Cameroun. Et comment vous financez tout ça? Plus d'impôts, sinon compensation, moins d'impôts. Comment vous financez tout ça? Mais je pense que déjà, il y a des secteurs où on a complètement levé le pied. Je pense au secteur douanier. Encore une fois, j'ai tout à l'heure parlé des APE qu'on a signés de manière absolument maladroite, parce que ça nous fait un manque à gagner d'environ 691 000 milliards chaque année. Alors que nos produits, quand on veut les exporter en Europe, on nous fait valoir, on nous oppose les normes de qualité. Les normes de qualité. Donc on ne peut même, à part la banane, qui est maintenant estampillée banane française, made in Cameroun. Donc on est toujours dans un marché de dupes. Il faut absolument que l'État prenne ses responsabilités. Et c'est ce que je ferai. Il faut donc imposer, la souveraineté se gagne, s'impose. Nous sommes encore aujourd'hui, regardez les balances de paiement avec la Chine par exemple, il y a 1695 milliards d'échanges entre la Chine et le Cameroun. On a un déficit de pratiquement 800 milliards en notre défaveur. Donc il faut absolument que les échanges soient mutuels et soient gagnant-gagnant. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Avec l'Union européenne, c'est la même chose.
on exporte beaucoup. Et on importe beaucoup et on exporte peu. Et encore que quand on exporte, c'est les produits de rente. Le café, le cacao, le coton. Et puis, au niveau de l'agriculture, mais ce n'est pas possible. Il faut fortifier nos agriculteurs. C'est là d'où viendra le trésor du Cameroun. On ne peut pas imaginer un instant qu'on puisse se focaliser sur le diamant, sur l'or, qui est d'ailleurs pillé par les Chinois à l'est du Cameroun. On parle de Batouré. Il y a une affaire en ce moment où les Chinois qui n'ont pas de permis de recherche viennent piller les filons d'or trouvés par des Camerounais. Avant le prof, ça pose un problème. La dernière question. Donc, il faut que l'État prenne ses responsabilités. Je pense qu'il y a des moyens de mettre en place des mesures faites votre déclaration dans de les 100 premiers jours et de faire en sorte que les jeunes... Pardon, déclaration de biens. C'est la déclaration des biens, vous la faites avant ou après? Je crois que la loi a défini la déclaration des biens pour les personnes qui non, sont mais je veux dire qu'il y a un symbole. Je veux dire que de façon symbolique, loin de la loi, chaque candidat peut se dire, pour prouver que je suis transparent, moi je déclare mes biens les gens sur de bonne tel canal. moralité ne peuvent pas être contre la déclaration des biens. La déclaration des biens, ça veut dire que voilà, on commence une charge publique, on dit combien on a, et puis en milieu de son parcours et à la fin du parcours, on voit la comparaison pour montrer qu'on n'est pas venu pour se remplir les poches. Comme c'est le cas maintenant, qu'on a rempli des détournants de fonds publics parce que justement, il n'y a pas eu le décret d'application de l'article 66 du Code de la Constitution. Il reste deux questions, on a moins de 10 minutes, mais le prof va dire un mot. Mais avant, cette autre question qui évidemment revient au regard de l'actualité, sur la question du bulletin de santé. Êtes-vous prêt, chaque candidat, tout comme la déclaration des biens, avant de vous engager, rassurer les Camerounais sur chacun son état de santé? Absolument. On aspire à occuper la charge la plus haute de l'État. D'accord, c'est dit. Qui génère un certain minimum de stress quotidien. Donc moi, je ferai acte de mon bulletin de santé. Je n'ai aucun problème. Je me sens bon. Vous avez déclaré également... Non, il est question de savoir si vous êtes prêt à mettre un bulletin de santé avant votre engagement public, politique, au moment de la déclaration de votre candidature. Ce qui importe, on avait le pays où il y avait des fausses déclarations. Justement. Mais ça vous engage, je veux dire que ça engage votre parole. S'occuper d'abord. Ça engage votre parole. Il faut être transparent avec les Camerounais, mais je veux dire qu'il faut aussi voir... Si vous avez fait le faux, ça engage votre parole. Aujourd'hui ou plus tard. Le faux au niveau de l'État qui va contrôler personne. Vous avez vu l'affaire Biden. Il n'y a pas de référendum pour ça. Comment ça se termine? Ça se termine. Alors, peut-être un commentaire sur cette séquence qui vient d'être dite. Et puis, les candidats reviendront pour la dernière question. Pourquoi vous et pas un autre, prof? Non, deux points simplement sur cette séquence. Le premier point, c'est de rappeler que j'ai entendu beaucoup de chiffres. Il faudrait dire aux Camerounais que le budget, ce n'est pas un compte bancaire. On va trouver un budget, ça se finance. Alors, quand vous sortez un chiffre de 7 000 milliards, ainsi de suite, de 15 000, non, un budget, ça se finance. Donc, ce n'est pas de l'argent qui est disponible et que moi, je vais utiliser et que les autres n'arrivent pas à utiliser. Il faut bien expliquer c'est le Camerounais, le budget, ça se finance. Et comment est-ce que le budget, aujourd'hui, est financé? C'est là toute l'arithmétique. Deuxième point, je vais dire ici, et là, je n'ai pas entendu les potentiels candidats sur ce plateau. Quel est leur rapport au monde des affaires? On a parlé de jeunesse et emploi, mais je ne leur ai pas entendu. Quel est leur rapport au monde des affaires? Si, est-ce que j'ai entendu dire, oui, les Chinois font ceci, les Chinois font cela, tel candidat est plus nationaliste que l'autre, ainsi de suite. Mais quel est le rapport au monde des affaires? Quelle est la garantie qu'on peut donner aux entrepreneurs, aux industriels camerounais? Quelle garantie on peut donner aux promoteurs de PME? Je n'ai pas entendu les candidats sur cette question. Et bon, peut-être qu'ils le réservent aux électeurs. La question est sur la table. Quel rapport avec le monde des affaires? Non, en une minute. En une minute. Quel rapport avec le monde des affaires? Et puis vous reviendrez sur la dernière question tout à l'heure. Jacques? C'est le monde des affaires qui crée l'essentiel. Oui, Mansour, avez-vous des rapports poussés, des engagements à vous accompagner? Quelle garantie vous allez leur donner? Ou bien, est-ce que vous avez déjà rencontré? Dans ma vie, en tant qu'ancien fonctionnaire international, j'ai rencontré des hommes d'affaires dans tous les pays, y compris au Cameroun. Mais dans cette campagne, je n'ai pas encore rencontré. Oui, justement, c'est pour la campagne, c'est pour les Camerounais. Je n'ai pas encore rencontré d'hommes d'affaires, mais je n'exclus pas de le faire une fois que les choses sont lancées. Parce qu'il faut que je leur explique les changements que j'apporterai sur le plan économique et qui vont aider le milieu d'affaires à créer plus d'emplois, y compris les PME.
Le monde des affaires. Je suis chef d'entreprise industrielle, membre d'un syndicat d'entreprise industrielle au Cameroun. Donc le monde des affaires, c'est mon quotidien. Je vis les contraintes et les difficultés. Avez-vous des engagements, des prises de contact en rapport avec votre candidature tout à l'heure de déclarée notre réduction sur l'IS. Nous allons rencontrer très prochainement un certain nombre de chefs d'entreprise en tant que groupement. Mais je rencontre des hommes d'affaires tous les jours. J'en ai rencontré un ce matin. Il faut le dire. Pour vos affaires personnelles, pas pour la candidature. Non, je parle bien de la candidature. Il faut pouvoir leur expliquer ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut mener le Cameroun et pour quelles raisons est-ce qu'on pense qu'il devrait nous accompagner. Je le fais tous les jours. C'est Saint-Germain. Vous savez, j'ai une société d'information juridique depuis 2015. Mon rôle, c'est justement de mettre l'accent sur les informations juridiques. Ça veut dire que la sécurité judiciaire, juridique est très importante pour l'investisseur. On vient dans un pays. Quel est le cadre juridique quand ils veulent investir? Oui, le lien avec les rapports que vous avez avec le monde des affaires. C'est-à-dire que les hommes d'affaires veulent investir. Il faut les informer. C'est important de les informer sur le cadre juridique. Ils viennent dans un pays, ils doivent investir. Alors, ils ne connaissent pas la moralité des magistrats, qui sont très souvent corrompus. Il n'y a pas que les hommes d'affaires étrangers. Il y a le monde, il y a les industriels camerounais. Mais c'est pareil. Quelle est la garantie que vous leur donnez? Ma société Nazareth Consulting fait dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'il faut privilégier l'information. En l'espèce, l'information juridique, sur le droit des affaires, sur le texte OADA, quand on investit, quand on a un litige avec un partenaire, qu'est-ce qu'on fait, comment on attaque, alors, la dernière quelle question. est la sécurité qu'on peut avoir. Chacun aura une minute pour répondre. Pourquoi vous et pas un autre? Je suis prêt à la prendre. Pourquoi moi et pas un autre? J'aimerais d'abord rappeler aux Camerounais que le combat politique est un combat générationnel. Et que l'histoire contemporaine de notre pays nous parle au moins de 3 générations de combattants. Ceux des années 1910, Rodolphe Douala Mangabel et tous les autres, qui se sont battus pour que notre territoire soit préservé face à l'Allemagne impérialiste. Ceux des années 1950, les leaders indépendantistes de l'UPC, qui se sont battus pour la réunification des 2 Camerouns et notre marche assurée vers l'indépendance. Et enfin, nos parents, les parents de ceux de ma génération, qui se sont battus au début des années 1990 pour qu'on obtienne enfin un cadre démocratique dans notre pays. La question est aujourd'hui de savoir quel est le combat de notre génération. Et si ce combat est celui de la gestion responsable de l'argent des Camerounais, de la tolérance nulle contre la corruption, d'un État qui protège ses familles, qui déploie un système judiciaire, qui protège les plus vulnérables et qui ne rend pas la justice pour les plus riches, qui assume sa souveraineté et qui prend le leadership pour la construction d'un destin panafricain, alors nous avons besoin d'un leader jeune qui a la capacité de se mouvoir sur l'ensemble du territoire pour suivre nos projets de développement infrastructurel. Permettez-moi de terminer. Nous avons besoin d'un leader expérimenté dans la gestion des organisations et des entreprises. Nous avons besoin d'un leader, d'un président de la République ancré dans nos cultures et en lequel l'ensemble des peuples du Cameroun se reconnaîtront. Et je pense que je corresponds à ce profil. Et pour cela, j'appelle tous les Camerounais à rejoindre la caravane IRAM 2025 en route pour la victoire à l'élection présidentielle. Jacques. Oui, je pense que je suis le candidat qui va enlever le contrôle du processus électoral des mains du gouvernement. C'est crucial pour apporter la sérénité dans notre pays. Je suis le candidat qui va résoudre le problème du nozo de manière pacifique parce que nos compatriotes anglophones se reconnaîtront en moi comme un de leurs. Je suis le candidat qui va développer les 58 départements au même moment, avec mon modèle de financement. Ici, nous avons vu les conséquences du modèle étatiste. On commence avec des chiffres qui risquent de ne pas tenir. L'État doit devenir modeste et comprendre qu'il a des secteurs où il peut bien faire et laisser d'autres secteurs au peuple. Je ferai 2 choses. Je ramènerai l'État à 5 secteurs: éducation, recherche, culture, sociale, justice, défense et sécurité. Là, l'État va bien le faire avec 20 sur 20, ou peut-être 19 sur 20, mais 20 sur 20. C'est mon objectif. Les autres secteurs seront pris en charge, comme les routes, l'électricité, les ports, les aéroports, par des entreprises populaires, c'est-à-dire vos entreprises que vous allez financer à travers vos téléphones avec ce modèle de 100 francs. Donc tout le monde va participer à l'économie. Je suis le candidat qui le promet et je peux le réaliser car je ne repose pas mon plan sur l'État ou sur le financement de l'État. Célestin. Moi, je pense qu'il est important de savoir qu'un pays, ce n'est pas une entreprise. Un pays, ce n'est pas que ses frontières et ses habitants. Un pays, c'est une âme collective.
Un pays, ce n'est pas que l'aspect physique, c'est aussi l'aspect métaphysique. Ce sont ses traditions, ses chefs, ses mœurs, ses valeurs. Un pays, c'est un homme qui aspire à diriger le Cameroun. Il faut qu'il ait fait ses états de service, son parcours politique. Moi, j'ai la chance d'avoir vécu depuis la France, où j'ai passé 29 ans, d'être un activiste, entre guillemets, de la diaspora, qui a lutté et qui a permis aux Camerounais, avec ses amis, d'obtenir ce qu'on appelle aujourd'hui le droit de vote des Camerounais de l'extérieur. C'est moi et mes amis. Depuis 2009, M. Biya nous l'a promis à Paris, dans le 9e en 2009. Il a appliqué en 2011. Je suis fier de ça. J'avais également demandé à l'époque la reconnaissance de la double nationalité. Je pense qu'on se bat toujours pour ça. Par ailleurs, je considère qu'un pays, c'est aussi ces habitants qui prennent conscience, qui sont passionnés, qui sont patriotes. Je pense que j'ai mes états de service. J'ai failli payer le plus grand prix. J'ai été passible. J'ai été l'objet d'une tentative d'assassinat, d'un enlèvement. J'ai passé 11 mois en prison. Et je pense donc qu'élire Célestin Diamène à la présidentielle, c'est aussi faire le choix d'un avenir et d'un destin commun. D'accord. Élire Célestin Diamène à la présidentielle, c'est aussi refuser le massacre de la jeunesse, qui est complètement convaincu que leur Eldorado chimérique, c'est le Canada, c'est les États-Unis et c'est l'Europe. C'est faux. 1982-2025, c'en est trop. Il faut qu'on arrête tout ça. D'accord. Merci. Élire Célestin Diamène, c'est aussi lutter franchement Merci, contre tous les communautarismes, le tribalisme, le régionalisme identitaire, dont je dis à mes compatriotes, mes chers compatriotes, qu'il faut être lucide. Ils le sont, je le sais. Mais il faut prendre ses responsabilités. Allez voter, on a encore 3-4 jours pour s'inscrire. Il faut le faire et faire le bon choix. Parce que si c'est le cas, si les Camerounais, je termine là-dessus, évidemment, on mettra en priorité en place, la santé n'a pas de prix, la couverture maladie universelle pour tous les Camerounais, et notamment les plus indigents. Professeur, une analyse pour clore? Je crois que nous avons une élection charnière qui arrive. Les Camerounais feront le choix entre les différents candidats. Pour le moment, nous avons des candidats à la candidature, je le rappelle. Nous attendons que le corps électoral soit convoqué dans les meilleurs délais. Et puis les dossiers seront déposés par chaque candidat. Et à partir de là, l'espace et le paysage politique commencera à se décanter. Merci à vous vraiment, chers messieurs, d'avoir accepté de faire ce croisement d'idées, d'opinions, de visions pour le Cameroun de demain. Merci, oui, Jupiter, c'était un plaisir. Disons qu'on invite les autres candidats à déclarer à venir faire cet exercice. Vous l'avez accepté courageusement, vous mettre face aux Camerounais contre vous, parce que les candidats en général déclarés, ils veulent être en interview seulement. Et vous avez accepté d'opposer vos points de vue et votre vision. Mais vraiment, je vous remercie pour ça. J'espère que c'est une première, que les autres vont suivre le pas et que la campagne, elle est plus ou moins imminente. Merci à LCV pour cette première. Le corps électoral va certainement être convoqué dans les prochaines heures. Je voudrais le dire à nos téléspectateurs, évidemment, qu'on aura toute une machine spéciale. Dès la convocation du corps électoral, les émissions de débat vont certainement quitter l'antenne pour d'autres dispositifs spéciaux pendant cette période jusqu'à la proclamation des élections et qui c'est peut-être bien au-delà dans le cadre du contentieux post-électoral. Hiram Samuel, Jacques, Célestin et le professeur Alphonse Bernard, vraiment merci infiniment. À la prochaine pour une autre édition de Cartes sur table. Merci. Bonsoir.